Bonjour et bienvenue à tous dans ce dernier live du 83e Bol d'Or Mirabeau. Dernier live qui va durer jusqu'à midi. Aujourd'hui, 10h midi, on vous promet encore des images du plan d'eau. Il y a encore des concurrents en course. Une bonne partie sont arrivés pendant la nuit, notamment, dont désormais le plus attendu sur notre plateau, évidemment, Christian Val, vainqueur, grand vainqueur de ce Bol d'Or Mirabeau. On va en parler avec lui. On fera un petit peu des images du plan d'eau. Sophia Urban est sur le plan d'eau. Elle va essayer de contacter un certain nombre d'équipages, de bateaux qui sont encore en course après une vingtaine d'heures de course. Restez avec nous. On va refaire évidemment la course comme il est d'usage le lendemain et notamment avec vous, Christian Val. Magnifique victoire sur ce D35 W Team. Allez, votre sentiment le lendemain, on vous a eu hier, on a vu que vous ne trouviez pas les mots, c'était un peu frais, vous étiez épuisé. Là, vous avez pu dormir un petit peu. Ce matin, vous êtes réveillé vainqueur de ce 83e Bol d'Or. Est-ce que vous avez le temps d'y penser, de réfléchir, d'analyser un petit peu les choses en profondeur? Bon, c'est vrai qu'on refait la course. On refait la course après la course, quoi. Surtout sur des courses qui demandent énormément de concentration, 12 heures de course. Donc hier soir, j'étais toujours dedans. Ce matin, je suis encore dans la course. Donc voilà, on va émerger, mais tranquillement. Beaucoup de messages, beaucoup de plaisir. Donc voilà, belle course. Est-ce qu'on arrive à la résumer dans les toutes grandes lignes? Bien sûr, on ne va pas résumer tous les détails. Vous avez fait des centaines de virements, de manœuvres et tout. Mais globalement, comment elle s'est déroulée pour vous, cette course? Ouais, c'est dur de résumer une course de 12 heures en quelques minutes. Mais en tout cas, pour nous, on a pu faire la course qu'on voulait faire. Je dirais pas au niveau forcément du classement, mais par rapport au vent, par rapport aux autres bateaux. Et on a pu tout de suite émerger, quoi, partir où on voulait. Donc partir dégager du bon côté. Se dégager, ça a été un petit peu lent parce qu'il y avait les monocoques qui vont toujours assez vite dans ces conditions. Et puis après, on a pu faire notre course. Donc on a jonglé entre les brises thermiques. Et puis on a eu beaucoup de régimes différents. Et je pense que c'est ce qui a caractérisé cette course aussi, c'est qu'il y a eu une succession de brises thermiques différentes, même si la tendance était là, la tendance générale, mais c'était vraiment une succession de passages, de phase en phase. Et puis voilà, et puis tout s'est très bien enchaîné pour nous. Avec une absence d'une brise thermique qui, semble-t-il, a été clé sur la route du retour, puisque la plupart des TF35 ont été chercher une sorte de Morget du côté de Morges, justement. Vous pas, vous êtes resté côte française, vous avez continué. Et c'est vrai que par la suite, on a vu ce groupe de TF35 rester coincé. Ils ont dû redescendre à 90 degrés de la route, se réaligner derrière. Est-ce que cette absence de Morget, vous l'aviez anticipée? Oui, on l'avait anticipé. Donc on savait que le Morget pouvait se lever. Mais sur le tard, on en avait discuté avec Philippe Jeanneret. Si le Morget se levait, c'était relativement tard ou en début de soirée. Et pas vers 5h, 6h, comme on pourrait avoir l'habitude dans des conditions classiques de thermique. Donc on savait que le Morget se lèverait tard, s'il se levait, qu'il passerait relativement bien aussi sur tout le lac. Donc la position mi-lac qu'on a eue à ce moment-là quand on était sur Lausanne, mais c'était 5h30, 6h, donc c'était relativement tôt. Et on savait qu'il n'y aurait pas de Morget avant 8h. Donc alors peut-être qu'il n'est pas venu, peut-être qu'il est venu, je ne sais pas. On n'était pas sur ce plan d'eau à ce moment-là. Mais oui, on avait anticipé ce scénario et quand on a vu qu'on était sur Lausanne assez tôt, on s'est dit il faut exploiter encore ce qu'on a et surtout ne pas aller, ça c'était le mot-clé dans cette édition du Bol d'Or, ne pas aller chercher du vent, mais exploiter ce qu'on avait pour faire de la route, un maximum de route en direction du but. D'accord, et but atteint
hier soir dans une certaine liesse, hein, sur le coup des 22h30 environ. Vous êtes arrivé, un accueil magnifique, beaucoup de monde ici hein, au village de la Société Nautique, plus de monde j'ai l'impression que d'habitude. Comment vous l'avez vécu cet accueil, cette liesse? On va voir je crois quelques images. Vous arrivez, vous sortez de cette concentration de 12 heures de toutes les secondes et vous arrivez là. Vous êtes accueillis, on voit des images à la grue par tout le monde. Comment vous le vivez? Comment vous sortez de cet état méditatif d'un coup comme ça? Ouais, c'est un bain de foule. C'était vraiment surprenant parce que bon, comme vous le savez, j'ai déjà eu la chance de remporter un ou deux bols d'or. Et ce bol d'or, cette édition, cette 83e édition, en tout cas à l'arrivée, elle était magique. Donc je pense qu'on est arrivé aussi à une heure où il y avait beaucoup de monde. Il y avait du vent aussi pour nous. C'est triste à dire pour certains concurrents qui sont encore sur l'eau, mais on a passé tout le petit lac avec du vent, donc c'était une très très belle arrivée. Et puis très belle arrivée dans le port avec des belles infrastructures, beaucoup de monde, beaucoup d'amis, des partenaires, beaucoup d'amitié. Donc voilà. Bon. Et mine de rien, 2 heures d'avance presque sur votre poursuivant, le Loïc Perron, Art Explora. 2 heures de retard, c'est quand même assez rare. L'an passé, on a vécu un différentiel de 8 secondes entre le premier et le deuxième. Cette année, 2 heures. Comment on peut l'expliquer? C'est ces fameux thermiques qui sont arrivés par l'avant de la course finalement, qui vous ont servi, mais que vous? Ouais, c'était un peu un des passages clés, c'était le petit lac. On avait on appréhendait en fait que le vent tombe et le timing était bon une nouvelle fois parce qu'on savait qu'il y avait du vent jusqu'à 9-10 heures dans le petit lac et puis on a eu du vent jusqu'à 10h20 en tout cas, donc on a eu du vent jusqu'à l'arrivée. Puis j'ose pas dire les vitesses qu'on a atteintes dans le petit lac parce que il va y avoir des jaloux quoi, parce qu'on a descendu, on est descendu dans le petit lac très très rapidement. Calice qui était avec nous s'est arrêté à Vernernier. Et puis Art Explorer aussi, qui était juste derrière nous, n'a pas touché les mêmes airs. Donc on a eu beaucoup de réussite. Et puis on a pu exploiter, vraiment, on est descendu, mais très très vite, avec de la Molène, du Joran. Et puis voilà, puis tout s'est enchaîné, mais d'une manière très très fluide. Ouais, félicitations. Vous restez avec nous, Christian Val. Il y a encore des concurrents en course, notamment une des classes reines de ce bol d'or Mirabeau, les surprises, 96 unités au départ. Ils sont actuellement Malice et Adrénaline au large de Nernier, justement, on en parlait, en tête de course. Ils ont creusé sur la suite, mais il y a une sorte de match racing qui est en train de s'installer. On est assez curieux d'avoir quelques avis de votre part sur cette course que vous connaissez particulièrement bien, les surprises. Vous avez longtemps navigué en surprise, vous avez longtemps été champion suisse, champion d'Europe en surprise. Restez avec nous, on va faire un petit tour sur le plan d'eau où Sophia, je crois, que vous êtes actuellement justement sur le lac en train d'attendre les concurrents qui sont en train de fondre sur la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que vous voyez depuis où vous êtes? Tout à fait, Pierre-Antoine. On voit plein de spies, des beaux spies colorés qui passent la ligne d'arrivée. Et nous sommes d'ailleurs à côté d'un essai 850 Yoda qui vient de terminer le bol d'or Mirabeau en 24 heures et quelques minutes. Quelle performance! Alors, je vous présente Yoda avec Ludovic Ericher, Vincent Fischer et Simon Brasseur. Comment vous sentez-vous après cette longue course? Content d'avoir fini. C'était long. C'était très long. J'imagine, vous aviez... On revient vers vous, donc ils étaient 3 à bord. Une belle performance de cet équipage. On va retourner vers eux et reprendre l'image. Face au vent, effectivement. Des belles images ici avec la cabine start qui fête chaque arrivée. Comment était l'ambiance à bord pendant ces 24 heures? Facile, bonne salade de riz, quelques bières, c'est important pour le moral des troupes. Et non, très bien, très bien. Vincent, Simon au top comme d'habitude. Est-ce que vous avez quand même eu un peu de vent tout le long ou il y a eu on a eu du vent, on a eu des passages avec du joli vent, on a réussi à faire quelques très très beaux bords. Et puis on a eu aussi des bons moments de solitude. Ça fait partie du bol d'or. Et au final, content de votre place?
Non. Non, mais c'est pas grave. On était plutôt bien là-haut au Bouvray et très très mal ce matin en arrivant. Donc voilà, mais ça fait partie de la course. Bon, Les conditions changent. merci d'avoir pris le temps pour nous. Merci bon à repos, vous. bon logement. Merci. C'est ça la beauté du bol d'or Mirabeau, le sourire, peu importe le résultat. Merci beaucoup Sophia, on compte sur vous pour nous faire vivre ce bol d'or qui n'est pas terminé après 24 heures et bientôt 15 minutes de course. On compte sur vous, vous allez essayer d'en attraper d'autres, des concurrents, on a vu, ils sont un peu marqués évidemment, 24 heures de course, ils ont pour la plupart pas dormi de la nuit. On est toujours ici sur le plateau avec Christian Val, grand vainqueur de ce 83e bol d'or Mirabeau, en train d'essayer d'analyser au pied levé, merci Christian, un petit peu la course des surprises qui est en train de se dérouler au large d'Ivoire avec deux bateaux qui ont creusé sur les concurrents. Adrénaline, les deux rives de Thierry Campiche qui est à une encablure devant Malice de la famille Lance avec Michel Nevera. Deux surprises qui déjà ont marqué la Genève-Roll-Genève puisque Malice était deuxième, Adrénaline était troisième. Et bien c'est cette paire de bateaux qui actuellement pourrait être déterminante dans la victoire de la course des surprises et qui est en train de faire une sorte de match racing, on ose dire ça, Christian, je parle sous votre contrôle évidemment, puisqu'ils ont creusé derrière, les autres sont largement encore avant Ivoire. Oui, c'est un match racing boldoresque, quoi, avec des conditions légères dans le petit lac, mais c'est vrai que ça va être, ils sont très proches les uns des autres, et puis il va y avoir un peu de vent, mais il va y avoir encore des options avec des brises thermiques, mais ils devraient avoir du vent jusqu'à l'arrivée, vu leur position. Tandis que pour les autres, derrière, c'est un tout petit peu plus dur, je pense. Il faut encore rentrer dans le petit lac, il faut passer à Ivoire qui est un passage clé, comme vous le savez, qu'on on peut avoir beaucoup de surprises. C'est vraiment un passage clé, soit à la sortie à l'aller pour aller sur le Bouvray, soit aussi pour rentrer. Puis il peut jouer beaucoup de choses. Par contre, les deux premiers, ils sont en avance, donc là ils ont passé ce cap clé. Puis ça va être match racing, ouais. Ça va être en tout cas match jusqu'à l'arrivée. Ces passages clés, parlons-en, c'est souvent le cas, effectivement, quand on passe du petit lac au grand lac, du grand lac au haut lac, on a souvent l'impression qu'il y a des passages à niveau, les bateaux s'arrêtent. C'était pas forcément le cas ce week-end. On a eu parfois le sentiment, vous me dites si je me trompe, que ça glissait dans ces passages, et notamment à l'allée, dans le passage du petit lac au haut lac. Vous les avez sentis, ces passages à niveau ? Il y a eu des passages, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de passage, peut-être au retour, il y a eu un passage à niveau à l'entrée du petit lac. Mais il y a eu une succession de brises thermiques, mais en tout cas pour nous, ça s'est bien enchaîné. Donc il n'y a pas eu vraiment de passage à niveau. Il y a eu des regroupements, des resserrements, mais on a chaque fois réussi à repartir. Il y a eu un resserrement notamment au retour, là où l'ETF était vraiment très proche, avec une brise un peu plus forte, sous le vent, à la côte suisse. Là, on s'est posé des questions, justement. Puis c'est là où on a décidé de rester au large, quoi. Donc là, c'était un regroupement. Et puis, il y avait un passage, justement, celui dont vous parlez, quoi, grand lac, haut lac. On l'a eu aussi, mais on a pu le contourner en passant à la côte française. En gagnant avec un décision 35, on en a déjà beaucoup parlé, mais remettons ça sur le tapis. Vous avez un peu arrêté le temps, finalement. On revient en arrière avec ces bateaux qui ont fait la gloire de la voile lémanique pendant plus d'une décennie. Ces bateaux qui existent toujours. Il y a vous, il y a Ocalis de la famille Grange, Nicolas Grange, barré par Arnaud. Et puis, voilà, c'était l'enjeu, c'est le pari que vous avez fait il y a 2 ans. Je garde mon décision 35. Et j'essaye de profiter de conditions exceptionnelles, elles sont quand même exceptionnelles, qui permettent à ces décisions 35 d'aller plus vite. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les foilers volent. On dit que si les foilers volent 20% du temps, ils battent définitivement les décisions 35. Vous confirmez, ils ont très peu volé ? Oui, ils ont très peu volé. C'est vrai qu'il n'y avait pas les conditions pour voler. Au niveau du vol, par rapport à ces 20% du temps, c'est théorique, mais pour autant qu'il y ait les mêmes airs aussi sur tout le bol d'or. En l'occurrence,
En l'occurrence, il faut qu'ils volent à des moments clés aussi. C'est comme on l'avait vu l'année passée, quoi. Ils ont volé sur le retour, sur tout le petit lac. Et là, on était tous ensemble. Là, c'est vrai qu'ils accélèrent. S'ils volent, là, ils ont peut-être volé 10-15% du temps. Je pense que même s'ils avaient volé un peu plus, on était en avant de la course. Donc, ils n'arrivaient pas à... En fait, chaque fois qu'ils volaient, ils revenaient puis ils s'arrêtaient, quoi. Et chaque fois qu'ils ont volé, comme disait Nelson Metro, un de mes équipiers, là, fidèle équipier, j'ai une bonne nouvelle. On est en tête, c'était en arrivant sur Mairie. J'ai une bonne nouvelle. On est en tête, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Il y a les TF qui volent juste derrière nous, puis on les voyait revenir avec 3 à 4 nœuds de vitesse de plus. Finalement, cette compétence de ces bateaux-là, c'est la transition. Est-ce qu'on peut dire que la voile lémanique, la principale compétence, c'est la transition, passer d'un régime de vent à un autre, passer d'une région à une autre, c'est ça qu'il faut savoir, c'est là où vous êtes particulièrement savant, on va dire. C'est dans ces transitions-là. Ça qualifie bien la voile lémanique. Gérer les transitions, c'est clé. Donc, savoir, surtout, c'est ce que je disais aussi à mon équipe hier, c'est de toujours se projeter. C'est ce qu'il y a de difficile dans cette course. On peut naviguer avec les airs qu'on a, mais on doit aussi se projeter. Donc, on doit non seulement gérer la situation actuelle, mais on doit toujours avoir un coup d'avance. Donc, qu'est-ce qui se passe dans 1 kilomètre, dans 2 kilomètres, dans 3 kilomètres? Et puis ça, c'est quand on part dans ce genre de discussion à bord, c'est beaucoup plus... on voit que les avis sont souvent très divergents. Donc voilà, l'expérience là peut faire un petit peu la différence parce qu'il y a des moments clés et puis savoir gérer ces transitions, savoir ce qui va se passer après, savoir ce qui va se passer au Bouvray, savoir comment ça va... Alors on ne sait pas, mais on sait qu'il y a tel scénario. Puis là, ça a été des très belles discussions hier, des discussions philosophiques sur ce qui allait se passer. Puis on ne peut jamais affirmer. Donc, on ne peut pas dire ça va passer à la côte française, ça va passer à la côte suisse. Donc, il faut être très humble. Discussion notamment avec Philippe Jeanneret, c'est juste, avec qui vous avez préparé la course sur le plan météorologique. Oui, on a bien préparé. On a préparé la course. On a des briefings météo depuis mercredi. Avant, mais ça ne servait pas à grand chose vu l'évolution. Donc depuis mercredi, on a un briefing météo quotidien. Et vendredi, on a fait on a beaucoup bossé. On a échangé. On a découvert des choses aussi en échangeant, en discutant. On se rend compte qu'on a différentes visions aussi de la situation météorologique. Moi, j'ai une vision plus opérationnelle ou plus de navigateur. Et puis Philippe amène toute son expérience aussi technique sur les modèles, sur les runs. Il analyse vraiment très en détail. Donc c'est un vrai plaisir de travailler avec lui. Vous n'avez pas toujours navigué sur les grands bateaux de tête de course, vous avez aussi fait le bol d'or en surprise, si je ne me trompe pas. Vous l'avez gagné dans d'autres séries? Alors on l'a gagné en Toucan, plusieurs fois. Il y avait une petite époque de Toucan. Après, j'ai fait sur d'autres bateaux. Mais depuis 1997, comme vous le savez, je navigue en multicoque. Donc c'est le 25e consécutif, si on fait cette petite parenthèse pandémie. Donc 25e consécutif en multicoque. Ouais, la nuit est parfois cruelle pour les viennent ensuite, pour les bateaux du peloton. On vient de me donner à l'instant les chiffres. 421 bateaux au départ. Arrivés à ce stade, maintenant 89 bateaux sont ici au port de la SNG. 79 abandon déclaré pour l'instant. Une nuit très molle, on l'a vu sur la cartographie, assez cruelle, une absence de vent nocturne. C'est une situation, disons, régulière à cette saison? Toutes les situations tous les bols d'or sont différents. Les situations en juin, elles peuvent être très variées. On peut avoir de la bise, des thermiques, un thermique établi, un thermique moins établi, un régime de brise comme on a eu ce week-end. Mais toutes les éditions sont différentes. Donc il n'y a aucun bol d'or qui est identique depuis 25 ans. Ils sont tous différents. On arrive chaque fois à des heures différentes. Des fois, on a passé la nuit, même en multicoque. Des fois, on est arrivé très vite, en 5-6 heures. Donc voilà, toutes les éditions sont différentes. Et puis, c'est ce qui fait que cette course est vraiment magique.
Et ce qui fait aussi qu'il faut évidemment savoir se remettre en question, puisque tout est toujours différent. C'est peut-être votre principale qualité. Vous vous remettez toujours en question quand vous êtes en train de naviguer, en train de prendre des décisions sur un bateau. Ouais, c'est peut-être un atout. Et puis là, c'était très agréable de naviguer avec l'équipe, c'est-à-dire qu'ils ont moins d'expérience. Donc, on compare l'expérience avec leur vision aussi. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Et ça, c'est un élément clé à bord. Ça discute beaucoup. Ça discute beaucoup. On est des navigateurs, donc ça ne discute pas beaucoup, mais ça échange beaucoup sur le plan d'eau, sur les pressions, etc. Donc, moi, ça me nourrit aussi dans mes réflexions. Puis après, on échange sur les scénarios, sur la stratégie, sur la sécurité, quoi. Ne pas prendre de risques, rester toujours naviguer avec du vent. Donc voilà. Donc là, il y avait des très beaux échanges à bord, quoi. D'accord, restez avec nous encore quelques minutes. On va faire un petit tour sur le plan d'eau avec Sophia. Vous nous entendez, Sophia? Comment ça va sur le lac? Oui, je vous entends bien, Pierre-Antoine. Je vous parlais des spies colorés magnifiques. Alors, ils sont toujours colorés, ils sont un peu moins gonflés maintenant. On va se rapprocher d'un grand surprise. Nous sommes au large du Yacht Club. Le vent est tombé, tout simplement. Les yeux sont fatigués, effectivement, sur les bateaux, mais la bonne humeur est toujours là. On va essayer de se rapprocher du grand surprise Bachi Bouzouk, mené par Olivier Evin, Charles-Julien Giraud, Anton Alliot, Romain Aquaviva et Nicolas Giraud, qui naviguent depuis plus de 24 heures. Ils avaient un peu honte de leur spi dégonflé, mais il n'y a tout simplement plus de vent alors qu'ils sont à quelques mètres de la Société Nautique de Genève. Olivier, comment ça va à bord? Impeccable, hein. Comment s'est passé ce bol pour vous jusque-là? Excellent, il y a un peu toutes les conditions. On aurait aimé un peu plus d'air quand même, pour être honnête. C'est un tout petit peu frustrant d'être quasi arrêté à quelques mètres de la ligne, mais ça reste que du plaisir. Donc, Du plaisir malgré les 24 heures de course. Ouais, on est là pour ça à la fois. Et parlez-nous un peu de votre bateau. Comment a marché le Grand Surprise dans ces conditions? On est bien toilé, donc on n'est pas à plaindre. Sincèrement, on a réussi à choper les petits airs du début. Donc on a quand même descendu assez, entre guillemets, rapidement jusqu'au Bouvray. On a réussi à choper de l'air avant la nuit, donc c'était plus cette nuit, on était un peu entre deux, c'était un peu compliqué. Je pense qu'on n'est pas à plaindre par rapport à une bonne partie de la flotte qui a des bateaux un peu moins puissants. Ouais. Est-ce que vous avez pu dormir? Oui, on a fait l'écart pour être un peu frais quand même, un peu, dès le matin. Génial, merci. Alors bonne fin de course à vous. Voilà, je vous rends l'antenne, Pierre-Antoine. On voit des sourires malgré la fatigue sur tous les bateaux ici. Merci beaucoup, Sophia. On compte sur vous pour en attraper encore quelques-uns de ces bateaux. N'hésitez pas, à tout moment, vous pouvez évidemment intervenir. Priorité au plan d'eau, priorité à la compétition. On est toujours ici avec Christian Val. Le bol d'or, c'est la fête du lac, certains l'appellent comme ça. C'est aussi un mélange absolu de professionnels, d'amateurs. Comment vous les voyez, ces gens qui sont là après 24 heures, 30 minutes de course, encore en train de s'acharner à essayer de faire gonfler un spi à une heure, pas possible au mois de juin. Quel regard vous avez pour ces concurrents-là? Beaucoup d'admiration parce que c'est vrai que quand on est en multicoque, ça va vite. Et puis on a une grande chance aussi en multicoque, c'est qu'on peut prendre des options parce qu'on peut aller encore rechercher. Je voyais le bateau là, qui a peu de vent dans le spi. Si ça passe de l'autre côté, c'est très difficile. Puis c'est des moments très durs à vivre. Et puis là, la brise thermique peut se lever à la côte suisse ou à la côte française. On a vu qu'ils étaient proches de la ligne. Donc, il peut y avoir des grandes surprises encore ou des grands retournements de situation. Ça, on l'a moins en multicoque, quoi qu'on peut aussi l'avoir. Mais en tout cas, beaucoup d'admiration. On parlait de 95 bateaux au départ en surprise. Donc, c'est tout aussi dur de gagner en surprise que dans d'autres séries, quoi. Donc il y a des gagner en M2 aussi, c'est très difficile. Donc dans toutes ces séries, c'est des matchs dans la course. Puis je crois que ce qui fait la magie du bol d'or, c'est ce tour du lac, quoi. C'est cette histoire. On a eu des paysages magnifiques aussi. Puis il y a toujours des moments magiques. Et puis on le voit dans le sourire aussi des concurrents. C'est une course exceptionnelle, c'est une course unique. Donc voilà, beaucoup d'admiration. Mais je crois qu'il y a beaucoup de plaisir aussi. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de course et il n'y a pas de régatier.
Ouais, le plaisir, maître mot de ce bol d'or. Et puis le sourire aussi de vos jeunes équipiers. Vous naviguez avec des jeunes du centre d'entraînement à la régate. Vous avez été vous-même administrateur du centre d'entraînement à la régate. Vous participez de manière intensive du coup à la relève sportive dont on sait qu'elle est de plus en plus excellente en ce qui concerne la voile. Quel regard vous portez sur à la fois vos équipiers, mais cette génération-là? Vous pensez que la Suisse a un avenir dans le sport vélique? On le voit, hein, on le voit que la Suisse a toujours été très présente au niveau international. Et puis le Léman a toujours formé des talents au niveau voile. Donc il y a la Suisse, oui, le centre d'entraînement à la régate a sa raison d'être. On le voit, 40 ans d'une association qui a vu X générations de navigateurs se succéder. Puis il y a d'autres écoles, il y a d'autres. Maintenant, on voit qu'il y a un engouement dans les écoles de voile depuis la victoire d'Alinghi sur la Coupe de l'Amérique qui est extraordinaire. Donc c'est vraiment le Léman, c'est un vivier, mais toute la Suisse aussi, parce qu'on voit maintenant que c'est vrai qu'il y a 30 ans, c'était plutôt le Léman, Neuchâtel, et puis maintenant on voit qu'il y a des Suisses allemands aussi qui viennent à la voile, alors que la Suisse alémanique était beaucoup moins présente au niveau international. Et on voit maintenant que ça révèle des talents, des passions, etc. Donc c'est magnifique. Ouais. On a toujours eu un peu cette sensation que la Suisse alémanique était un peu plus voile olympique, la Suisse romande, à l'instar de la France d'ailleurs, plus course au large, course en équipage réduit, Vendée Globe, Transat, etc. Vous avez le sentiment que c'est toujours le cas? Il y a toujours un petit peu cette barrière de rechtis entre la voile très traditionnelle, très olympique, et puis la course au large des francophones? C'est vrai qu'à Genève, on est très proche. La Suisse romande est très proche de la France, donc on a une culture marine proche des courses françaises, parce que c'est aussi, on navigue beaucoup en France, dans le sud de la France, en Bretagne, en Vendée, etc. Donc on a toujours été plus proche que la Suisse alémanique, mais on voit maintenant émerger justement certains navigateurs aussi de la voile olympique qui arrivent sur des projets de la Coupe de l'Amérique, qui arrivent sur des projets de Transat, qui arrivent sur des projets, je crois, de Vendée Globe. Mais je n'ai pas tous les éléments, mais je crois. Donc ça veut dire que la voile olympique est très importante, et puis c'est la base technique en fait pour aller vite sur un bateau. Voilà, une technique évidemment que vous disposez. Un petit regard encore, une question très classique sur les bateaux volants, cette évolution technologique fantastique de ces 10 dernières années. Tout un chacun pourra voler un jour. Vous pensez qu'on pourrait avoir 421 bateaux volants un jour au départ du bol d'or, ou bien ça va rester quand même une catégorie inaccessible pour les populaires? Je crois qu'on l'a vu lors de cette édition. Faire voler un bateau, c'est complexe. Hein. Ça demande aussi une technologie d'avant-garde. Ça demande aussi des investissements conséquents. Ça demande beaucoup d'entraînement. Donc la voile, je dirais classique, avec des bateaux classiques, il y a toujours une inertie, ça va rester, quoi. Donc il n'y aura pas 400 ou 500 foilers au départ, mais c'est clair qu'il y en aura de plus en plus, et puis ça va encore évoluer. Mais c'est vrai qu'en fonction des conditions, on a un lac où il y a peu de vent en moyenne. Donc, et puis où le bol d'or, on part à heure fixe, hein, on part à 10 heures. Donc on n'attend pas que le vent se lève, donc où on n'attend pas, on ne repousse pas au lendemain parce qu'il n'y a pas assez de vent. Donc c'est une compétition qui est différente d'autres compétitions où les monocoques traditionnels ou les catamarans traditionnels sans foil ont une chance, quoi. On l'a vu ce week-end. La tradition va s'exprimer aussi la semaine prochaine ici à la Société Nautique. Il y aura un championnat d'Europe, se faire de ma part, de 8 Meiji qui sont là, et magnifiques unités qui sont déjà pour la plupart ici dans le port. On se réjouit de voir ça, bien évidemment. Je ne sais pas si du côté du plan d'eau, Sophia, vous avez des choses à nous raconter. Si vous avez, je ne sais pas si on est prêt au niveau des images. En tout cas, magnifique présence de Christian Wahl ici sur ce plateau depuis 10 heures. Sophia, je crois qu'elle nous entend. Vous nous entendez, Sophia? On vous écoute, on est tout oui. Oui, je vous entends bien.
Je vous entends bien, on est toujours au large du Yacht Club, plus ou moins en bas de la rampe de Colonie. On a croisé un petit SC1. Regardez derrière moi un F-18 qui fait ce Bol d'Or Mirabeau à deux sur ses petits catamarans. Alors Christian, je suis très admirative de votre performance, mais peut-être encore plus de celle-ci. Regardez, ils disaient qu'ils sont très très fatigués. On ne va pas se rapprocher trop d'eux, ou peut-être qu'on va essayer. Mais là, chaque air, chaque bouffée d'air est importante pour rejoindre la ligne d'arrivée. On voit au loin, un peu plus loin dans le petit lac, les spies sont gonflés, mais alors ici, à l'arrivée à la Société Nautique de Genève, c'est compliqué. Il n'y a plus grand-chose, mais tout le monde a le sourire, le soleil est là. On va peut-être essayer de leur poser une question. Excuse-moi, comment... je n'arrive pas forcément à atteindre ce petit kata, il y a des vagues. Hein. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Je me sens extrêmement fatigué. On n'a pas dormi de la nuit. Et non mais sinon départ super. Après on a fait une bonne montée, une bonne descente sous spi jusqu'à la marque à passer à l'autre bout du lac. Et ensuite, du coup, vu que les vents sont très aléatoires et qu'on ne connaît pas forcément le milieu, vu qu'on vient de Bretagne, du coup, on a été un peu pris au... Comment ? Et du coup, on est tombé dans une énorme molle juste après le début du retour. Et donc on avait mis les 3 nacravins derrière, ce qui est une bonne chose quand même, on est à F18. Mais ils ont rattrapé, ils sont partis devant avec le vent et nous on est restés tankés. Et voilà, et après il fallait faire le reste. Hein. Donc 8h30 l'aller et 16h le retour. Allez, vous êtes bientôt au bout, on voit le jet d'eau. Merci d'avoir pris le temps, effectivement. Une longue descente pour eux. Ils sont encore en train de régler les voiles jusqu'au bout. Son coéquipier lui rappelait à l'ordre pour régler le spi. On va continuer à remonter un peu la flotte pour aller chercher les surprises. Ouais, merci beaucoup. On adore ce que vous faites, Sophia. Continuez, attrapez-nous des marins. On veut des témoignages, on veut du vécu, on veut de la sueur et pas des larmes si possible. La sueur et des sourires. Hein, on compte sur vous. Avec plaisir. Christian, alors au lendemain de ce bol d'or, on a une question évidemment qu'on a toujours envie de vous poser, c'est les projets de voile à partir de maintenant, quels sont-ils? Vous disposez de ce D35, est-ce qu'il va encore... on sait qu'il y a d'autres possibilités, hein, il y a des possibilités de records notamment qui sont toujours éventuelles sur le lac en automne. Est-ce que vous envisagez des records? Est-ce que vous envisagez d'autres choses? Est-ce que vous envisagez une nouvelle équipe, un nouveau bateau? Comment vous voyez l'avenir? Alors pour le moment, il n'y a pas de projet majeur. Il y a toujours des idées. Et puis une forte envie de naviguer, de monter des équipes, monter des projets. Après, tout dépend en fait aussi des investissements, des budgets, de la disponibilité. Là, j'ai des gros challenges professionnels à relever cette année. Donc voilà, la priorité est plutôt orientée entreprise, hein, dans une phase de transition aussi assez exceptionnelle. Donc voilà, au niveau du D35, il y a des idées de record, mais ça fait 3 ans qu'on lande sur la météo et puis qu'il n'y a pas les conditions. Et il faut vraiment qu'il y ait des conditions exceptionnelles pour qu'un D35 puisse battre le temps de l'hydroptère. Donc ça va être extrêmement difficile. Puis je pense, on verra, mais les TF ne seront pas là cet automne a priori. Donc, mais c'est vrai que le futur record, c'est un TF qui va sans aucun doute le battre parce qu'ils ont tout le potentiel pour le faire. Après, il faut qu'il y ait les conditions météorologiques. Et puis nous, c'est Bol d'Or 2023. Rappelez-nous les conditions météorologiques idéales pour un bol d'or. On sait que c'est le parcours identique pour un record, pardon. C'est le parcours du record du fameux ruban bleu est identique à celui du bol d'or. Mais par contre, en général, il se fait en automne, plus ou moins. Ça peut arriver au printemps. Mais c'est quoi les conditions idéales pour battre ce record du Tour du Lac ? Alors il faut une bise, un régime. Non, c'est pas un régime de bise, c'est une bise synoptique, donc un courant du nord-est assez marqué, une bise qui se lève, qui est orientée
plutôt ouest sur le départ, qui passe au nord-est après. Et il faut une bise forcissante pour qu'on puisse sortir du petit lac assez vite, donc pas trop fort sur le départ. Et puis après, il faut qu'elle forcisse pour qu'il n'y ait pas de possibilité d'inversion et qu'elle tienne justement jusqu'au Bouvray. Parce que le lac est en courbe, on n'a pas le même régime. En fait, la direction de la bise n'est pas du tout identique à celle qu'on a dans le petit lac. Donc c'est des conditions, il y en a une ou deux par année, et plutôt en automne parce qu'il y a plus de chances que la bise passe jusqu'au bout du lac. Record à battre, je l'ai plus de mémoire, 5 heures et quelques minutes. Hein, c'est un petit peu plus rapide, c'est même vers 4h30 maintenant, je crois 4h30. Le record en D35 était de 4h50 ou 4h45, je crois, il y a une dizaine d'années. Donc c'était ces conditions que je décrivais. Après, on pouvait gagner encore, on a calculé qu'on pouvait gagner une dizaine de minutes sur le record des D35. On ne pourrait pas gagner beaucoup plus avec le potentiel du bateau. Rappelons quand même que le record a longtemps été le record également du bol d'or, puisque s'il était détenu par un certain Peter Leuenberger depuis 1994 sur Triga 4. Il a été battu il y a 2 ou 3 ans, sauf erreur de ma part. Et ça, c'était 5h17 sur le parcours du bol d'or, pendant un bol d'or en 1994. Ça risque pas d'être battu un jour, parce qu'il faut ces fameuses conditions idéales, mais à une date fixe. Ouais, je crois qu'il y a eu deux sur les 30 dernières années, il y a eu deux bols d'or de bise avec des excellentes conditions pour battre le record. Donc le record a été battu, sauf erreur, 2-3 fois, mais toujours dans les mêmes conditions. En vent d'ouest, on est à 6 heures, et puis en bise, on peut avoisiner les 5 heures, les 4h45, et puis voire mieux avec les TF35. Mais c'est vrai que c'est des conditions exceptionnelles, mais il y en a eu 2 en 30 ans. Donc voilà, c'est 1 sur 15. Donc voilà. Donc, puis il y a eu des bols d'or aussi très longs. On est arrivé de jour, quoi, en multicoque. Donc il y a des records dans un sens, puis il y a des records dans l'autre sens. Ouais, on vient de les voir, ces images qui n'ont rien à voir évidemment avec notre discussion, puisqu'on n'est pas dans des termes de records, mais ces images magnifiques de ligne d'arrivée, les concurrents qui arrivent, c'est pas encore les derniers, ils auront jusqu'à 16h cet après-midi pour arriver, les concurrents. Pour l'instant, on n'arrive qu'à un cas dans le petit lac en essayant de gonfler des spies de tout petit temps. On va essayer de retrouver Sophia pour savoir si elle est quelque part. Dans quelques minutes, elle est en train d'essayer d'alpaguer des concurrents en pleine action. Dans quelques minutes, le temps d'une ou deux questions encore avec le grand vainqueur de ce 83e bol d'or Mirabeau, Christian Val et son équipe, dont on va peut-être rappeler un petit peu les noms. Mathieu Cadei, Romain Desferrard, Romuald Auxerre, Nelson Maître, Guillaume Roll, c'est juste? Exact. Voilà. Exact. En tout cas, c'est la liste d'équipage. C'est la liste d'équipage que je viens de lire, absolument. Ils étaient là hier sur le pont de la Neptune pour les photos, les libations habituelles, les plongeons à l'eau, le champagne, etc. Vous avez débriefé forcément un petit peu hier soir, vous en avez parlé. Comment vous procédez après les régates, surtout sur une victoire de cette importance-là? Vous débriefez avec vos équipiers? Bon, hier soir, non. non. Puis, je crois que tout le monde a beaucoup d'expérience aussi. C'est une jeune équipe, mais déjà expérimentée, qui a déjà navigué énormément. Donc ça, c'était la force aussi de l'équipe, qui a énormément navigué ensemble. On a discuté de 2-3 passages clés, de 2-3 moments où ça s'est moins bien passé. Mais il y a eu tellement de moments où ça s'est bien passé que quand ça se passe bien, il n'y a pas trop de débriefing. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de points d'interrogation sur la météo. Puis je pense qu'il y a des demandes, en tout cas de l'équipe, de coaching pour les 5 jours notamment. Les 5 jours qui, si je me souviens bien, dont vous aviez fait une des premières éditions. Oui, la première. Racontez-la nous, c'était incroyable. C'était en février à l'époque. Non, c'était un petit peu plus tard, mais c'était je crois, tout début mai.
tout début mai, et il faisait un froid glacial. Il y avait de la neige encore sur les sommets. Puis on a une édition assez mythique, mais avec un froid. Mais les nuits, il faisait quelques degrés, quoi. Donc on a eu vraiment froid avec la fatigue. Et puis c'était pas 5 jours, c'était 7 jours. Donc 7 jours autour du lac, à tourner autour du lac. Donc on était une dizaine de bateaux. Et puis voilà, quoi. C'est des beaux souvenirs aussi. On voit tourner ce lac est vraiment magique et puis mythique, quoi, parce qu'il y a des conditions qui peuvent être exceptionnelles. Là, on avait eu un régime de bise justement de vent du nord avec des thermiques. On a eu des thermiques de nuit exceptionnelles parce qu'il y avait l'air froid. On sentait la neige, quoi, qui descendait des montagnes, notamment sur la côte française. Et on a eu des thermiques vraiment atypiques parce qu'on était en tout début de saison, quoi. Alors, le froid des premiers 7 jours du Léman où participait Christian Val. Et puis, on retrouve Sophia plutôt dans des chaleurs de la mi-juin genevoise. Vous êtes où, Sophia? Qu'est-ce que vous voyez sur ce plan d'eau? Je suis au large de Collonges-Bellerive et je vois des magnifiques spies. Je crois que vous les avez eus à l'image. C'est un très très joli spectacle. L'arrivée de ces monocoques, c'est quand même un des moments forts de ce bol d'or Mirabeau. L'année dernière, on avait eu tous les spies au large de la Société nautique de Genève à 10h. Là, ils sont un peu en arrière. On va se diriger vers eux, vers le LP 820 Sibouya de Thierry de Groot. Regardez, qui arrive sous spi avec délicatesse. Tout le monde est très très calme à bord. Est-ce que c'est la fatigue ou la concentration? Sans doute un peu des deux. Mais il y a une quinzaine de bateaux qui arrivent en même temps. C'est un spectacle assez joli avec une petite bise. Je crois qu'ils sont tous contents de réaliser qu'ils vont arriver dans les temps avant la clôture de la ligne d'arrivée. En tout cas, c'est assez impressionnant de voir que malgré le peu d'heures de sommeil, tous les équipages sont contents de cette course. Je crois que le bol d'or Mirabeau est une réussite en soi, peu importe les conditions. On en saura plus dans un instant avec ce LP 820, un bateau léger, récent. Lutti, Psaros qui se sont mis ensemble pour construire ce bateau. Ça doit être son 2e ou 3e bol maximum. On va essayer de parler à Thierry de Groot et son équipe avec Paolo Gradassi, Stanislas Pil et Johan Clodon. Johan qu'on voit vers nous. Regardez ce magnifique bateau. Il n'y en a pas encore beaucoup, ils n'ont pas une classe à proprement parler. Ils visent le temps compensé. On regardera dans quelques heures où ils se trouvent dans le classement. Regardez la concentration. Bonjour Thierry. Ils sont concentrés. Je vais peut-être essayer de parler à Joanne qui est assise sous le vent vers nous. Comment ça va à bord de Sibouya? On est arrivé. Super course, magnifique. Belle atmosphère. Si vous les entendez, belle atmosphère, belle course. Ils sont contents. Joanne, ça s'est bien passé à bord? Oui, ça va. On est content d'être là. On a eu quelques passes un petit peu de nous, mais dans l'ensemble, on a été bien gérés. Où c'était le plus compliqué pour vous? À quel moment de la course? Après le passage du Vouvray, on a eu un grand dévent et là, c'était un petit peu compliqué. Et puis après, on l'a bien raccroché. La nuit a été longue, Thierry? Elle a été patiente, elle a été calme, mais le bateau a bien avancé, donc aucun regret. Super journée, super nuit. Aucun regret, super journée, super nuit. Ils sont heureux à bord de Sibouya. Merci de votre temps. Vous la voyez, la ligne d'arrivée à quelques encablures. Merci. Ils ont les lunettes de soleil, mais on imagine la fatigue sous ces lunettes. Merci beaucoup Sophia. Effectivement, de la fatigue, on les comprend. Après plus de 24 heures de course, retour sur le pont de la Neptune, ici au port de la Société nautique de Genève, avec le vainqueur
du 83e Bol d'Or Mirabeau, Christian Val, qui sert de fil rouge aujourd'hui. On va recevoir encore d'autres personnes. On est ensemble jusqu'à midi. On attend Pierre Giraud qui va arriver d'un moment à l'autre pour nous parler un petit peu des 150 ans de la Société Nautique. On va recevoir les vainqueurs monocoques, les Hongrois Rafika, qui vont venir ici nous parler de leur course. Et puis bien évidemment, le président du Bol d'Or Mirabeau qui conclura en fin d'émission un petit peu avec les propos du comité. Vous restez encore un petit peu avec nous. Merci de votre présence. Vous êtes levés ce matin, pas facile. Après une course comme ça, on est plutôt fatigué. Ils le sont aussi, les concurrents. Et puis, pendant qu'on se parle, on voit aussi sur les cartographies une course qui n'est pas encore terminée, loin de là, puisque les surprises sont encore en course. Les 96 surprises sont encore en course, avec 2 bateaux de tête qui se dégagent très clairement au large de Nernier, qui ont creusé manifestement, qui sont actuellement juste au large de Champs-sur-Léman, côte française, à lécher la côte, Adrénaline en tête, bateau de Thierry Campiche, et puis Malice de la famille Lantz, et avec Michel Nevera à bord, qui fondent sur la ligne d'arrivée, pas encore tout à fait, mais qui fondent en tout cas sur Hermance. Une situation qui paraît confortable en tout cas pour ces 2 bateaux. Maintenant, c'est entre eux probablement que ça va se passer. Vous me disiez, pendant que Sophia nous décrivait, interviewait les gens du bateau, vous me disiez c'est à partir de Corsier que ça peut se gâter, c'est vrai ? Oui, je pense qu'on parlait de passage à niveau tout à l'heure. Donc il y a un passage clé entre Ivoire, c'est l'entrée du Petit Lac, ou la sortie du Petit Lac d'ailleurs. Et puis il y a un autre passage clé, on le voit très bien sur la cartographie, qui est entre Corsier ou juste après Corsier, la pointe de Collonges et puis Gentot, parce que le lac se resserre, donc ça amène aussi des vents qui peuvent diverger ou converger. Et là, il y a des choix aussi tactiques à faire. Donc là, les 2 bateaux longent la côte, donc pour le moment, ils avancent. Mais là, après, il y a peut-être une option à prendre à l'entrée justement du tout petit lac, entre donc de la rade de Genève, et là ça peut être soit côte suisse, soit côte française, avec en fonction de l'évolution du thermique, en fonction de l'heure, parce que ce qu'on oublie de temps en temps, c'est que les conditions à telle heure ne sont jamais celles qu'on aura une heure après, dans des conditions de bise dont on a parlé. Mais là, les conditions, elles évoluent. Donc la course, même les bateaux qui sont à Ivoire, ils font pratiquement une autre course. Et puis on voit, ils font un autre match entre eux. Puis les 2 premiers vont faire un autre match avec d'autres conditions de vent. Voilà, donc si vous êtes sur des surprises, s'il vous reste de l'électricité dans votre téléphone, écoutez-nous, parce que c'est Christian Val qui fait votre tactique. N'hésitez pas à vous brancher. Voilà, donc une belle bataille. Je vous invite à regarder cette cartographie. Les 2 bateaux s'appellent Adrénaline, les 2 rives, et Malice. Ils sont respectivement pour Malice 2e de la Genève et pour Adrénaline, les 2 rives 3e. C'est Fou du Vent d'ailleurs qui a gagné la Genève Roll. Et donc 2 bateaux qui sont dans une sorte de batch racing, on va le dire comme ça, en vue de la ligne d'arrivée. Une ligne d'arrivée qu'on arrive à prévoir, Christian, bien c'est trop difficile. C'est toujours la question à pas poser en voile. À quelle heure arrivent les bateaux? Est-ce qu'on arrive à le dire? Là, il reste une quinzaine de kilomètres pour les 2 bateaux, donc à 3 nœuds de moyenne, donc 5 km/h environ. Donc 2 bonnes heures, 2-3 heures. D'accord, vers 1h, 14h, 13-14h, une arrivée prévue pour les surprises. Venez seulement les accueillir. Il y a ici, à la Société Nautique de Genève, un village qui vous accueille volontiers. On peut y jouer avec des petits bateaux télécommandés. On peut aussi manger, boire. C'est encore ouvert aujourd'hui, dimanche. Et puis, il y a des concurrents qui arrivent épuisés. Et vous pourrez peut-être y croiser Christian Val si vous avez quelques questions de stratégie et de tactique concernant la voile lémanique. Voilà, je ne sais pas si Sophia, vous avez rencontré encore d'autres concurrents. On voit, magnifique image de toujours ces bateaux qui arrivent sur la ligne d'arrivée avec des petits airs. Ça devrait encourager les 2 premières surprises. On voit qu'il y a des airs sur la ligne d'arrivée. Et oui, tout à fait, il y a des airs, mais là on est dans une petite molle, ce que disait Christian, d'un mètre à l'autre, on voit la ligne des risées sur le lac, mais on a quand même réussi à se rapprocher du fameux Poupy Express, Verbel Poupy Express, que tout le monde
connaît bien sur le lac Léman. On va essayer de leur toucher quelques mots, mais ils sont coude à coude avec le Grand Surprise qui est devant eux. C'est serré hein, et on voit qu'ils se battent jusqu'au bout. Chaque mètre compte. Richard, comment ça va? Ça va bien. C'est long, mais ça va bien. Je vous vois très concentré. Ah ben, il vaut mieux, oui. C'est difficile, il y a beaucoup de vagues de canomètre, il y a très peu de vent. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Merci. Il disait que c'était compliqué avec les vagues du canomoteur et le peu de vent. Je crois que le message est clair. On va les laisser se concentrer. Ils nous ont donné quelques mots. Et cette image hein, du mythique Poupy Express que tout le monde connaît, alors qu'on voit les bateaux qui bataillent avec leurs spies, qui ne se gonflent pas d'un côté à l'autre, c'est un peu compliqué. Hein. Quand les lattes ne passent plus dans les empannages, c'est que la situation est compliquée. Christian avait vu juste, c'est une zone de transition. Ouais, la transition, hein, maître mot de la régate lémanique. On en parlait tout à l'heure, transition. Et puis, on a évoqué aussi également un peu les projets. Il était poli. Ces foilers, vous les voyez évoluer comment, Christian Val? On a les TF35 aujourd'hui. On pense qu'en général, quand on lance un bateau, ça tient à peu près une dizaine d'années. Puis après, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ouais, je ne suis pas devin, donc je connais bien le lac, mais je ne suis pas devin. C'est très difficile. Il faut voir au niveau international aussi ce qui se passe. Donc, je crois qu'il y a des projets au niveau, de développer la série au niveau international. Il y a d'autres séries aussi qui émergent au niveau international. Et puis, c'est cette alchimie de voir ce qui émerge, quel est le circuit, etc. Donc, l'évolution aussi des foilers dépendra de l'évolution de la voile au niveau international. On a parlé de la Coupe America, qui a une influence aussi sur l'évolution de la voile, qui n'aura pas forcément d'influence, puisque là, c'est des multicoques. Mais il y a d'autres circuits. Et puis, à un moment, l'idéal, ce serait que tous ces circuits convergent et qu'il n'y ait plus de compétition entre organisateurs de circuits ou entre les partenaires, parce qu'on voit que la voile est un sport de passionnés. Mais quand on atteint ce niveau, il faut réunir un certain nombre de bateaux sur la ligne. Et puis moi, je rêve de convergence, au niveau de quelques séries pour qu'il n'y ait plus que un minimum de séries au niveau international, un maximum de participants sur ces régates pour élever encore le niveau de compétition. Et c'est toujours la question en voile, hein, entre l'avancée technologique relativement coûteuse, puis finalement la démocratisation du sport, avoir le plus grand nombre. Il faut toujours placer le curseur au bon endroit, c'est difficile. Ils coûtent quand même assez cher, évidemment, ces foilers. Les TF35, ils ont quand même évincé un certain nombre de propriétaires. Oui, c'est une question. C'est la réalité aussi, c'est la réalité de la voile. Donc c'est pas nouveau. C'est vrai que la voile a toujours privilégié aussi le développement technologique. On l'a vu sur la Coupe America et que ça requérait certains investissements. On a eu des gros investissements. On a eu beaucoup de chance en D35. Maintenant, il y a une nouvelle série qui émerge, qui est moins abordable, un peu plus technique, plus difficile. C'est des grosses équipes. C'est vraiment des équipages, c'est des équipes 100% pro. Après, je pense que ça a vraiment du sens si on arrive à développer ce type de compétition au niveau international. C'est vrai que sur le lac, on l'a vu, c'est limité. On l'a vu, on ne peut pas organiser des régates sur la nautique parce que le plan d'eau est trop petit. Donc, c'est des bateaux, mais c'est magnifique pour le développement de la voile, pour le développement de la voile suisse aussi. La Suisse prouve qu'il y a des talents, puisqu'il y a des concepteurs suisses aussi à la base de ce projet, puis il y a des investisseurs suisses, donc ça participe à l'essor aussi de la voile lémanique. On voit arriver aussi de plus en plus de foilers de série, ce qui diminue quand même leur prix. On a vu cette année l'arrivée des bateaux du chantier Persico, les 69F. Ça participe aussi à l'accession du plus grand nombre, même si ça reste encore relativement onéreux, hein, un bateau de 69F. Mais ça participe à l'accession du plus grand nombre à la voile.
Alors je crois qu'il y a un certain... je suis convaincu qu'il y a un certain nombre de projets qui vont se développer dans ce sens-là. Et je pense qu'avec le développement technologique aussi, on pourra construire des foilers à des coûts, à moindre coût. Puis on l'a vu avec ce type de bateau, quoi. Donc il y a un circuit international, il y a un engouement. C'est aussi des bateaux, ils naviguent à 4, donc c'est vraiment des équipes. Il y a beaucoup d'entraînement. C'est beaucoup plus technique que ce qu'on fait, quoi, en D35. Mais voilà, ça a vraiment du sens et un avenir pour démocratiser aussi la voile. Puis après, il y aura toujours différents niveaux, différentes catégories, c'est clair. Bien sûr, le lac a toujours été, le lac Léman, un laboratoire technologique, et ça pose toujours cette question de savoir si il vaut mieux qu'on avance avec des prototypes plutôt coûteux, ou si la monotypie finalement qui favorise l'humain, je dirais, dans le sport. Quelle est votre position? Vous êtes un régatier monotype, vous avez toujours préféré la monotypie. Je me trompe si je dis ça? Non, c'est exact. Moi, je suis pour la monotypie. Je pense que c'est le meilleur terrain de jeu, où c'est là où on peut vraiment comparer ce qui est comparable. Après, on voit le succès d'un bol d'or, les surprises. S'il y a 95 surprises sur la ligne de départ du bol d'or, c'est qu'il y a vraiment une compétition dans la compétition. Donc la monotypie avec des bateaux beaucoup plus abordables. On se disait il y a quelques années, il y avait 100 bateaux sur le départ de la ligne. Il y a eu 100 bateaux sans surprise sur la ligne de départ quand il y avait 600 bateaux. Maintenant, il y en a 95 alors qu'il y a 420 bateaux. Donc c'est un vrai succès, quoi. Donc on voit que la monotypie abordable aussi, avec d'autres budgets, avec d'autres équipes. Il y a des talents. Thierry Campiche aussi vient du centre d'entraînement à la régate. Donc il y a beaucoup de jeunes talents, puis moins jeunes, parce que Thierry Campiche n'est plus très jeune non plus, ou moins jeune. donc voilà, la monotypie... toutes sortes de monotypies, je pense. Les gens aiment bien se confronter, puis avoir des bateaux, puis être à armes égales, quoi. Donc on voyait le Poupy Express aussi. Bon, Sofia les a dérangés. Là, ils sont vraiment en match race par rapport à un autre bateau. Donc bateau mythique, mais là, ils étaient en train de crocher pour dépasser le bateau qui était juste devant. Donc voilà, mais il y a une grande surprise. Donc sur l'ensemble de la course, la monotypie, c'est vrai, a son sens. Voilà, je vois que Pierre Giraud est arrivé, on va l'accueillir. Venez seulement, Monsieur Giraud, sur le plateau, on va vous donner un micro. Voilà, président de la Société nautique de Genève, bienvenue. Merci d'être présent parmi nous. Je ne vous présente pas Christian Val. Le temps qui s'allume, on va vous allumer le micro. Voilà, le temps qui soit... Merci beaucoup, c'est gentil. Je suis heureux d'être là, je suis heureux de féliciter encore une fois Christian pour ce magnifique parcours. La caméra est là, Pierre. Je dois dire j'ai vécu un bol d'or absolument palpitant. D'abord parce que la nautique était heureuse de retrouver un petit peu son activité et sa régate phare sous la houlette d'une section qui a rajeuni, qui a des nouveaux comités, puis qui a mis en place des nouvelles idées dans lesquelles il va falloir qu'on trie un petit peu pour voir comment on s'organise l'année prochaine. Et puis ensuite, moi, ça fait, je crois que j'ai 54 bols d'or. Et puis là, c'est un des 3 que j'ai raté, comme on dit, raté, parce que j'étais pas sur l'eau. Mais je l'ai trouvé absolument palpitant de l'extérieur. Vous l'avez suivi? Je l'ai suivi. J'étais au Bouvray quand Christian a viré. J'étais un peu sur les hauteurs pour regarder un petit peu le plan d'eau. Et puis, je l'ai suivi à la montée en suivant différentes séries, différentes catégories de bateaux. Et je dois dire que c'était incroyablement palpitant parce qu'il y avait des zones de vent, des zones de non-vent. C'était un très beau jeu, magnifique jeu. Et là, Christian a su... le sorcier du lac, quoi. La légende, un patronyme qui vous lâchera plus, hein, Christian. Ça va, vous l'acceptez? Cette fois, oui. Cette fois, oui. J'ai eu de la peine au début, quoi. Donc voilà, c'est un journaliste qui avait fait un édito là. Donc, mais il y a très très longtemps, il y a une trentaine d'années. Et puis voilà, puis maintenant ça a été repris. Puis voilà, maintenant ça fait. Oui, je l'accepte bien sûr. Puis c'est beau, c'est une belle histoire. C'est un bon sorcier.
Un sorcier gentil. On a évoqué un peu, avant que vous arriviez, différentes questions avec Christian. Ça fait 1 heure qu'il est avec nous, je le remercie. On fait fil rouge sur cette émission. On a évoqué beaucoup de questions liées à la voile. Et puis, on profite de votre présence ici pour évoquer ce qui est évidemment fondamental dans notre pays, en Suisse, le plus grand club de voile, un des plus grands clubs sportifs finalement du pays, la Société nautique de Genève que vous présidez, et qui va célébrer ses 150 ans bientôt. C'est à vous que revient cette tâche d'organiser ces célébrations. 150 ans de la SNG, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors, tout d'abord, je dois dire que je remercie tous les membres de me faire confiance. Quand ils m'ont élu, je ne savais pas qu'on allait devoir construire un agrandissement de port. Je n'avais pas non plus vu que les 150 ans se profilaient à l'horizon. Je suis réélu chaque année, donc ça veut dire que jusque-là, le job doit être pas trop mal. Mais bon, je suis entouré, pressé de comités qui ont fait un travail fantastique. Et je suis entouré de bénévoles et de comités extraordinaires. Bon, ce qu'il faut regarder, c'est que les 150 ans de la nautique, c'est quelque chose de phénoménal. On a d'ailleurs sorti un livre à ce sujet, fait par un historien, et j'ai découvert dans ce livre plein de belles histoires, plein de belles impulsions. Et effectivement, la nautique a contribué à l'essor des sports nautiques à Genève d'une manière incroyable. À titre d'exemple, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que les 75% de l'acheté des paquis ont été payés par la Société nautique de Genève. Donc, c'est des choses qui remontent dans le temps. Et puis là, on a une conjonction de faits absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'on vient d'agrandir notre port. On vient pour la première fois de mettre les infrastructures à disposition de la plus grande manifestation. Et puis ensuite, lacustre. Et puis ensuite, on part sur cette année du 150e, où on va avoir accroché à la semaine de la voile, en conservant ces infrastructures, des festivités incroyables pour tout le monde, des démonstrations de toutes les sections, parce que ce qu'il faut savoir à la nautique, c'est que c'est les sections qui font vivre la nautique. Le comité central, lui, c'est un peu le gardien du temple dans l'affaire, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et sans les sections, le rayonnement de la nautique ne serait pas ce qu'il est. On ne donnerait pas 32 000 heures de cours élèves par année, etc. Et ça, c'est absolument fantastique. Donc, on va avoir ces festivités qui vont se dérouler en prolongement et en combinaison de la semaine de la voile, pendant la semaine de la voile, pardon, suivi d'un championnat du monde de 8 mètres. La semaine de la voile, c'est la semaine prochaine. La semaine de la voile, c'est la semaine prochaine, oui. Pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Suivi d'un championnat du monde de 8 mètres GI où on va avoir le plaisir d'accueillir, je crois, 28 bateaux, ce qui est absolument incroyable. C'est tous des magnifiques bateaux de collection qu'on pourra admirer. Et puis ensuite, on va un tout petit peu se calmer parce qu'on a tellement de beaux projets. Et on aura une soirée du jubilé le 1er septembre, qui est entre le retour scolaire et le jeune Genevois. Donc, on espère à ce niveau être un succès. Puis, on a quelques projets dans le tube, un peu trop d'ailleurs. On a fini le port, maintenant on a le phare dont les autorisations sont en train d'être déposées. On a l'agrandissement du bâtiment qu'on appelait au début Nautique 2022. Et puis force, on est obligé de l'appeler Nautique 2024. Mais ça, c'est des dossiers absolument énormes. Et puis là, au milieu, ben, évidemment, il y a des développements comme la Coupe América qui sont des choses qui prennent un petit peu de temps dans le club, mais qui nous mettent effectivement sur une orbite absolument phénoménale dont on doit essayer de tirer les avantages et les impulsions pour l'année prochaine, en particulier le Bol d'Or, où le comité central est déjà au travail. Voilà, Bol d'Or, justement, c'est intéressant d'avoir votre regard sur la manifestation phare, finalement, du club. Le Bol d'Or, il a été, on voit encore des bateaux, il y a du vent sur la ligne d'arrivée. On va peut-être aller faire un tour. Restez avec nous, Président et Christian Wahl. On va peut-être aller faire un tour avec Sophia. Je ne sais pas si vous nous entendez, Sophia. Dans un petit moment. On va la connecter dans une trentaine de secondes. Rapidement,
le bol d'or, votre regard de président du comité central, pour vous, c'est fondamental. Alors, le bol d'or, c'est la manifestation qui nous fait le plus rayonner au point de vue parmi les manifestations. On essaye d'en avoir d'autres, comme le Tour du Lac à l'Aviron, comme l'Hélice classique. On va voir les Rivadays cette année, etc. Mais le bol d'or, c'est vraiment une manifestation absolument incroyable. La Translem aussi devient aussi une manifestation incroyable, dans le même registre, par les mêmes bénévoles, etc. Bol d'or, c'est beaucoup de choses. On a cherché une ouverture au public, on l'a eu. Je crois que j'ai vu, puisque j'étais à terre, que c'était un franc succès à bien des niveaux. Maintenant, il y a pas mal de réglages. Après, il y a toutes les questions du bol d'or, de savoir comment on s'organise, pourquoi il y a un classement comme ci, pas un classement comme ça, etc. J'ai entendu des demandes de classement de monocoque, par exemple, parce qu'ils aimeraient bien avoir au moins une liste séparée. Il y a le temps compensé, il y a toutes ces choses, mais surtout le bol d'or, c'est la fête du lac avec tous les gens qui viennent et tous les gens qui ont du plaisir à participer. Il y a des gens qui viraient le Bouvray il y a encore peu de temps, là, ce matin. Donc c'est ça le bol d'or. Vous partez, il y a des gens qui partent pour les 5 jours du Léman, il y a des gens qui partent pour les 2 jours du bol d'or. C'est comme ça. L'essentiel, c'est qu'ils aient du plaisir. Ouais, alors ils en ont, on le confirme. On va aller d'ailleurs le vérifier avec Sophia sur le plan d'eau. Restez avec nous, Président. Sophia, vous nous entendez ? Je vous entends très bien et je suis avec un équipage dont on a beaucoup parlé ces dernières heures. Adrénaline les deux rives, le surprise de Thierry Campiche qui est, semblerait-il, en bonne position pour remporter ce classement dont on parle beaucoup, le classement des surprises. Thierry, vous nous disiez que vous espérez qu'une seule chose désormais. Qu'est-ce que c'est ? Finir avant que le vent lâche pas avant 17h, qu'on puisse finir avant 17h, avant la clôture. Effectivement, finir avant la clôture de la ligne pour que ce beau classement soit validé. 3e de la Genève-Roll, en bonne position aujourd'hui. Quel est votre secret ? Pas grand chose, on est parti au bon endroit. Puis on est resté concentré. Pas lâché parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Le surprise, et c'est une classe compliquée, hein, près de 100 bateaux. Vous aviez une belle avance au passage du Bouvray. C'est un bateau que vous connaissez bien ? Oui, ça fait plus de 20 ans que j'ai le bateau, donc on commence à connaître. Mais il y a beaucoup de petits camarades derrière qui connaissent très bien aussi, qui attendent que je fasse une erreur. Vous avez un peu dormi pour rester lucide jusqu'au bout ? Oui, j'ai dormi quelques heures. On a un petit peu tourné, mais pas beaucoup de vent. Profitez de dormir. On voit la concentration. Peut-être un dernier mot, qu'est-ce que le bol d'or représente pour vous ? Pour nous, le bol d'or, c'est la fête du lac, c'est l'aventure, c'est sans bateau, surtout sans surprise sur l'eau, voilà. C'est les retrouvailles. Génial, on vous laisse vous concentrer. Merci Thierry, des belles images, on peut profiter un peu de les voir. Ils sont très concentrés, hein. Ça se règle tout le temps, surtout dans ces petits airs. On va les laisser chercher les dernières risées. Effectivement, les surprises sont proches, hein, jusqu'au bout. Ça va être intense et il suffirait d'une mauvaise transition, on en parle à chaque fois, Pierre-Antoine, pour que cette victoire leur échappe. Donc on va essayer d'aller chercher leurs concurrents pour se concentrer un peu sur la classe reine du bol d'or Mirabeau. Merci beaucoup Sophia. On n'a pas le droit de faire du routage, on est avec Christian Val ici, donc on ne va pas faire de la tactique, on l'a fait tout à l'heure en antenne, mais par contre ce qui concerne l'heure d'arrivée, qui est une information, Christian Val l'estimait à peu près aux alentours des 13 ou 14 heures, ils sont à une douzaine peut-être de kilomètres, à 3 nœuds, ça ferait encore 3 heures de course peut-être pour Adrénaline, s'ils conservent la tête de ce classement de surprise, suivi par Malice des familles Lance et Nevera. Et puis ils sont au large pour l'instant d'Hermance où ils vont bientôt arriver. Merci beaucoup Sophia. N'hésitez pas à nous interrompre. Place d'abord au plan d'eau, au direct. On est très curieux de savoir ce qui se passe. On va recevoir dans un petit moment encore les vainqueurs monocoques, les Hongrois du bateau Rafika qui devraient nous rejoindre ici sur le plateau. On aura donc un plateau de vainqueurs. Si vous nous faites encore l'amitié de rester un petit moment, Christian Val, ici. Encore une ou deux questions à vous, Pierre Giraud, président de la Société nautique de Genève. On l'a évoqué un tout petit peu. Succès
terrestre en fait de cette manifestation. C'est rare souvent, il est vrai que c'est assez vide les quais de la nautique pendant le bol d'or, pendant la course. Et puis là, la gageure c'était de réussir avec ce nouveau port, avec ces infrastructures, d'attirer du monde. Paris réussi pour vous? Oui, je crois que c'est un pari réussi. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'au bol d'or, on a tous besoin des uns des autres. Les grands vainqueurs, incontestables, ont besoin d'avoir 400 bateaux qui sont derrière. Et puis nous, pour l'ensemble de la manifestation, on a aussi besoin d'avoir le public. On cherche à avoir le public. Les nouvelles infrastructures de la société nautique nous permettent maintenant de préserver une zone membre parce qu'à la nautique, on a des gens qui font de l'hélice, on a des gens qui font de l'aviron et puis qui sont pas forcément qui veulent pas être trop impactés par le bol d'or. Et avec ces nouvelles infrastructures, on est passé de 5 hectares à 10 hectares de concessions portuaires. On arrive à scinder ces choses-là pour le bonheur du public et pour le bien-être des membres. Donc ça, c'était primordial et je crois que le pari est réussi. Mais bon, on a encore beaucoup de choses à retoucher parce que pour tous ces comités bénévoles, le fait d'avoir doublé nos surfaces, doublé certaines capacités sportives, etc., tous les jours, on a une nouvelle équation à résoudre. Alors, on se plonge dedans, c'est du plaisir, mais c'est aussi pas mal de matière grise qui doit turbiner là-dedans. Eh ben, écoutez, ça turbine, manifestement. Bravo, bonne continuation à vous. Merci beaucoup de votre présence. On va recevoir évidemment, sur le coup des midi moins quart, Yann Petremont, président du comité d'organisation, à qui il appartient le devoir de clore cette émission et aussi peut-être tout à l'heure lors de la cérémonie des prix de clore, tout simplement le bol d'or Mirabeau. Nouveau président, une tâche assez lourde évidemment pour des bénévoles. C'est pas facile non plus pour du bénévolat d'organiser des compétitions aussi professionnellement que l'est le bol d'or Mirabeau. Alors, le bol d'or, c'est quelque chose qui s'est monté petit à petit. 29 bateaux à la première édition. Et puis je crois que le record se situe à 640. C'était le Capharnaüm sur la ligne. Maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est très géré. Oui, c'est toujours des comités bénévoles. C'est le cercle de la voile de la Société nautique, c'est-à-dire une section qui organise cette manifestation. Je sais pas, ils sont 150 bénévoles. Et puis, il y a beaucoup d'aspects, effectivement, législatifs, techniques, etc., qu'on reproduit d'année en année. On se sert des troncs communs, etc. Mais effectivement, c'était un gros défi pour Yann. Je le remercie beaucoup avec toute son équipe parce qu'ils ont pris en main un bol d'or où tout le monde avait envie de sortir, tout le monde avait envie soit d'être sur l'eau, soit de voir ce qui se passait. Ils ont réussi leur pari. C'est un pari de section. Je rappelle que les sections sont là pour animer le club. Et je dois dire que là, cette section, les autres aussi, mais à cette occasion, on fait un travail absolument remarquable et qui s'inscrit dans la continuité. Et puis j'espère qu'avec les quelques retouches qui vont venir, parce qu'on découvre plein de nouvelles choses avec ces nouvelles surfaces, on va arriver à faire encore plus belle fête du lac l'année prochaine. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite et c'est tout ce qu'on se souhaite à tous. Merci infiniment de votre présence. Voilà. Christian, pendant que Pierre Giraud nous racontait la SNG, vous regardiez un petit peu l'écran, Adrénaline, on les a vus à l'image, on a du vent sur la ligne d'arrivée, un petit peu plus de vent. Ils sont en train d'essayer de se recentrer un petit peu au large d'Hermance, un petit peu au centre du petit lac. Ils sont suivis par Malice. Il reste 2 bateaux. On a d'autres bateaux dans la cartographie, mais ce n'est pas des bateaux qui courent encore, à mon avis, qui sont en course. 2 bateaux Adrénaline, les 2 rives, Malice dans la classe surprise, avec Thierry Campiche qui a l'air de bien tenir son affaire, qui creuse un petit peu. Oui, on a vraiment... D'abord, ils sont en pleine forme, a priori, décontractés. Thierry Campiche et puis toute son équipe ont une très belle expérience. Et puis je pense qu'ils sont très très bien positionnés. Là, ils maîtrisent. Puis là, ils ont l'avantage d'avoir creusé un peu l'écart et puis d'avoir un bateau à contrôler. Donc c'est eux qui mènent un peu le match. Et puis vu que les bateaux vont strictement à la même vitesse, je pense que ça va être très dur pour le deuxième de revenir sur eux. Mais rien n'est joué jusqu'au passage de la ligne, quoi.
Mais a priori, là, ça va être vraiment du contrôle du match. Et puis, vu la forme qu'ils ont, moi, si je devais faire un pari, je miserais sur eux. D'accord. Avec, ils sont presque en vue de la ligne d'arrivée. L'objectif, c'est quoi? De se mettre entre la ligne d'arrivée et puis le poursuivant? Oui, c'est toujours de couvrir, de prendre un minimum de risques. Là, il y a des petits airs, on voit qu'il y a des petits airs qui s'établissent. Il n'y a pas de surprise météorologique majeure. Il faut juste éviter de se mettre dans des situations extrêmes ou d'aller trop proche d'une côte. Il faut un peu jouer tactique, jouer stratégie, pas prendre de risques. Donc ça, ils savent le faire. Et puis ça va être très difficile vraiment pour le deuxième de les dépasser. Mais rien n'est joué. Voilà, parce que le but du deuxième, ça va être de se dégager, évidemment, de ce contrôle et de cette emprise. Oui, et puis là, on voit qu'ils maîtrisent. Ils ont l'habitude du bateau, ils connaissent très bien leur bateau, ils connaissent la vitesse du bateau, ils connaissent le lac, ils ont fait X bol d'or aussi, donc X Genève-Roll, donc c'est des passionnés aussi, donc voilà, ça va être... je dirais qu'ils ont fait pour moi, ils ont fait le plus dur. On va voir si on a quelques images, nouvelles images du plan d'eau. Voilà, on va retrouver Sophia dans un tout petit moment. On le voit, ce plan d'eau dont on parlait, le tout petit lac à partir de Collonges-Bellerive, des spies qui sont gonflés, un petit peu d'air, quelques bouffées d'air. Voilà, on va retrouver Sophia, vous nous entendez? Ah bah voilà, on parlait des surprises et vous y êtes. Je vous entends tout le temps, Pierre-Antoine, et nous sommes avec le deuxième pour l'instant, Malice de Marius Land, qui connaît bien le Léman. Il a participé plusieurs fois aux 5 jours du Léman, notamment avec son grand-père, une histoire de famille sur ce bateau. Ici aussi, on va essayer de se rapprocher d'eux. Vous disiez effectivement, vous voyez sur la cartographie qu'Adrénaline se décalait un peu au milieu du petit lac. Là, nous sommes très, très, très proches d'Hermance, près de la côte. Je vais essayer de leur toucher de mots, mais on sent la concentration à bord de Malice. Est-ce que je peux vous poser une question? Marius, vous... Parfait. On voyait les premiers, on vient d'aller leur parler. Là, vous battez jusqu'au bout, on y croit jusqu'au bout? On prend notre option ici à la côte, et puis si on peut avoir un peu plus de vent et puis passer devant, on sera content. Évidemment, c'est ce qu'on vous souhaite. Comment s'est passé ce bol d'or jusque-là pour vous? On a pris un plutôt bon départ côté Vengeron, et puis on était dans les 20e à la sortie du petit lac. Et puis on a surtout bien navigué la deuxième moitié de la montée, en restant un peu plus au large que les autres qui sont allés chercher devant Evian. Et puis la nuit aussi, on a bien suivi ce qui se passait, et après on est dirigé dans le bon sens, on a réussi à se dégager un peu de la flotte et à partir, donc ça fait plaisir. C'est un lac que vous connaissez bien, vous avez fait plusieurs fois les 5 jours du Léman, le bol d'or Mirabeau. Cette édition est spécialement lente. Comment c'est... Enfin, spécialement lente, non, elle n'est pas forcément très vantée. Comment ça se passe pour les nerfs à bord? Quand on est devant, tout se passe mieux. C'est vrai que les périodes hier après-midi un peu presque caniculaires, où on n'avance pas, et puis c'est un peu long, mais c'est toujours plus court que les 5 jours. Effectivement, c'est les 2 jours du Léman, comme disait Pierre Giraud il y a quelques instants. Une dernière question, on n'ira pas leur dire. Donc là, vous misez sur la côte jusqu'à l'arrivée, ou quelle est votre stratégie pour ces prochaines heures? Là, on voit ils sont un peu plus au large, et puis au général, au Séchard, ça me passe plutôt mieux côte française ici, donc on va essayer de garder ça maximum de temps. En plus, derrière, 3e, 4e, ils sont assez loin, donc on ne prend pas trop de risques par rapport à eux, donc on peut se permettre de prendre un peu d'écart avec Adrénaline. Donc les jumelles, on les garde plutôt pour regarder devant que derrière sur ce bateau, c'est ça? Ouais, mais on regarde derrière pour les riser quand même. Génial, on vous laisse vous concentrer. Bonne fin de course à vous. Et on voit qu'il y a du monde sur le lac, des paddles. On va les laisser se concentrer jusqu'au bout. Merci.
Merci donc d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Marius Lantz et son équipe de Malice qui pourrait terminer deuxième de la classe des surprises. Ouais, merci beaucoup Sophia. Effectivement, grande concentration malgré les paddles qui passent juste devant l'étrave. Grande concentration de cet équipage de Malice. On va rester un tout petit peu dans la classe surprise puisque c'est eux qui font la course ce matin, la course dans la course. Et puis écoutez, un toute autre surprise qui est probablement dans le peloton qui s'appelle Skirim. Voir ce que nous disait un des équipiers de ce surprise hier. Adrien Bonny, je navigue sur Skyrim. Ça fait très longtemps que je navigue en surprise sur Skyrim. À peu près toujours le même équipage. Puis c'est la classe reine du bol d'or, 120 bateaux, plein de concurrents. Donc c'est chouette, le bol dans le bol. Toujours de gagner, bien évidemment. Ouais, on a bien poliché le tableau arrière, donc on espère que tout le monde pourra l'apprécier. Oui, l'association pour la sauvegarde du Léman, qui est partenaire environnemental du bol d'or depuis maintenant quelques années. Et donc c'est mon travail, je suis collaborateur là-bas. On est représenté ici et fier de l'être. Quel est le but de cette association? Prendre soin du lac, préserver le lac et puis surtout défendre les intérêts de la nature et de l'être humain autour du lac. Un lac pour tous, donc on est là pour veiller à cela. Nous sommes toujours en direct du pont de la Neptune, ici à la Société Nautique de Genève, pour célébrer le vainqueur de ce 83e bol d'or Mirabeau, Christian Val, ici présent, qui nous fait l'amitié de faire le fil rouge sur ces 2 heures d'émission. On est ensemble jusqu'à midi. On va encore recevoir des gens. On attend Rafika. On ne sait pas s'ils vont arriver. Parfois, la connexion passe mal entre le hongrois et le français. On va voir s'ils viennent. On les célébrera aussi. On les accueillera sur le plateau. Puis on va recevoir aussi le président du bol d'or Mirabeau. Ça, ce sera sur le coup des midi moins quart. Yann Pétrement. Voilà, on les entend, ces surprises, classe que vous connaissez particulièrement bien. Vous l'avez enseigné à des dizaines, peut-être même des centaines d'ailleurs de jeunes au centre d'entraînement à la régate. Ce surprise, ce bateau incroyable, chantier Archambault, bientôt un demi-siècle d'âge qui, on le disait, n'a jamais démenti de ses qualités sportives ici sur le lac Léman, sur les lacs suisses de manière générale. Ce bateau, c'est un peu un accident finalement des chantiers navals. Il n'était pas prévu vraiment pour régater, c'était un course croisière. Et puis aujourd'hui, on a un quart de la flotte du bol d'or qui est constituée de propriétaires de surprises. Comment on explique cette espèce de magie? Bon, le surprise, ce qu'il y a de surprenant, il y a une excellente carène, donc des architectes navals réputés. Donc si ma mémoire est bonne, il y a un bureau d'architecte qui a fait la carène, puis après il y a un autre bureau d'architecte qui a fait tout ce qui était au-dessus de l'eau, quoi. Donc, mais c'est une excellente carène, un bateau qui est très performant pour sa taille, qui est accessible et il y a un programme qui est très polyvalent, quoi. On peut faire des régates en monotype, des championnats suisses, il y a eu des championnats au niveau européen également, mais on peut faire, il y a les 5 jours du Léman, quoi. Donc c'est un programme, c'est un bateau qui est adapté à de multiples programmes, y compris les loisirs, et je crois que c'est ce qui a fait son succès, parce qu'il y avait dans les familles, on se dit ouais, mais sur quel bateau on investit? Puis surprise, on pouvait faire de la régate, on pouvait faire de la croisière familiale, on peut dormir aussi à bord, on peut amener les enfants. Donc c'est un bateau qui est extraordinaire et très très polyvalent. Extrêmement agile dans les petits airs aussi, c'est ça qui est aussi fondamental. C'est ce que je disais sur la carène aussi, c'est une carène qui est magnifique, magnifiquement réussie. Bateau de 7,60 m, donc c'est un tout petit bateau, mais qui est performant dans toutes les conditions de vent. Relativement facile, pas facile au niveau compétition, mais on peut naviguer à 2, on peut naviguer seul, on peut faire des translèmes en solitaire, on peut faire des translèmes en double, on peut faire les 5 jours, on peut faire des championnats, on peut faire de la croisière et puis on peut sortir en famille. Donc on peut tout faire, ce qui est plus difficile sur un D35 ou sur un TF. Voilà, à peu près 900 unités, si ma mémoire est bonne. En Suisse, en tout cas, on est au niveau immatriculation dans les 800, 900. La légende dit que les vieux surprises sont plus légers.
Est-ce que vous êtes au courant de cette légende? Est-ce que vous confirmez? Alors, bon, il y avait des bateaux très légers, mais la jauge a changé aussi. On a décidé, il y a 20 ans, une vingtaine d'années, justement, de jauger les bateaux, de peser les bateaux. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a des bateaux qui sont plus légers que d'autres. Et un bateau léger, même s'il a du poids, si on rajoute du poids, il est un tout petit peu plus performant qu'un bateau plus lourd. Donc c'est vrai qu'il y a quelques différences de vitesse et puis qu'il faut plutôt opter pour un bateau léger, sans poids, et puis après rajouter des poids au bon endroit. Et c'est vrai qu'il y avait des différences. À la base, comme vous l'avez dit, ce n'était pas un bateau qui était conçu pour la compétition. Donc il y a eu des petites erreurs de jeunesse aussi. Tous les premiers bateaux étaient un peu différents. Et puis après, ils ont dû, quand on a pesé les bateaux, quand on a commencé à les peser, le chantier, ils se sont dit on va faire des bateaux au poids. Donc on va un peu plus mesurer le poids des coques, les poids des laisses, surtout le poids des coques et le poids des laisses pour avoir une vraie monotypie. Donc les bateaux, c'est vrai que la première génération ou la deuxième ou la troisième, c'était des bateaux qui étaient plus légers. Ou certains bateaux en tout cas étaient plus légers. La miracle des surprises en Suisse. On va faire un petit tour sur le plan d'eau. Je crois que Sophia a trouvé des autres concurrents. Vous confirmez, Sophia? Je confirme, un bateau avec une belle histoire. Nous sommes à côté du VMG 25 de Firefly, dont un des équipiers va nous raconter une histoire. La construction de ce bateau, donc il a 11 ans. Comment a-t-il été construit? On a acheté un tas de planches en 2010 et puis on a construit ce bateau avec une quarantaine de jeunes même. Tous les jeunes ont participé à plus ou moins à différentes étapes du projet. Et c'est un projet pédagogique à la base. Et il a été mis en place avec différents donateurs, des sponsors XY, et puis surtout l'énergie des jeunes qui l'ont poncé, qui ont peint, qui ont collé, qui ont mangé de la résine à coin, qui ont construit des voiles, qui ont fait un mât. On est allé chercher le mât en Bretagne lors d'un camp avec 3 jeunes en rupture. Voilà, c'est le projet de ce bateau, puis ça fait 10 ans qu'on vient faire le bol d'or presque chaque année. Mais alors cette année, c'est pas notre bol d'or. Je sais pas ce qui s'est passé, mais normalement on marche bien, mais là pas. C'était long. C'est un bol d'or Mirabeau compliqué pour beaucoup d'entre vous. On ferait bien aller quand il y a des petits airs, et puis on ne sait pas aller aujourd'hui. Voilà. C'est comme ça. On voit les prénoms des jeunes qui ont construit le bateau sur la côte. Aujourd'hui, j'ai avec moi Yanni, Uche et puis Adam. C'est mon saillons de l'année. Donc le bateau il a été construit en 2010, ils n'étaient pas dans la maison à l'époque. Et puis maintenant ils étaient motivés de venir sur le bol d'or. Ça a été comment? C'était ennuyant, mais c'était bien. C'était ton premier bol, j'imagine. Est-ce que tu aimerais le refaire peut-être à l'avenir? Si je gagne de l'argent, ouais. Avec du vent la prochaine fois. C'est pas mal. L'occasion pour ces jeunes d'y participer pour la première fois. Un beau projet de ce Firefly VMG 25 partagé avec nous. Bon courage pour les dernières heures de course. Et c'est beau de voir les différents projets. Celui-ci, donc dans le canton de Neuchâtel, il a été construit là-bas il y a une dizaine d'années. Plein de beaux projets avec les jeunes, comme celui de Christian Val, vainqueur de ce bol d'or Mirabeau avec les jeunes du centre d'entraînement à la régate. C'était un peu long, mais c'était bien, nous a dit ce jeune marin là, sur ce bateau. Il résume d'ailleurs probablement la pensée de beaucoup de concurrents. Un peu long, mais bien. C'est comme ça qu'on peut résumer ce 83e bol d'or Mirabeau, en tout cas pour les populaires, en tête de course, premier au scratch. W-Team avec Christian Val, ici présent sur ce plateau, suivi d'Art Explorer. Barré par Loïc Perron, et puis Localis Youth Project de la famille Grange, Nicolas et Arnaud, son fils, qui barre aussi le bateau en monocoque. Les Hongrois de Rafika l'ont emporté définitivement le bol de Vermeil. Voilà, ça c'est aussi une histoire dans l'histoire. Hein. Finalement, c'est Libera des années 90 qui tout d'un coup l'emporte presque une trentaine d'années après leur construction. C'est l'histoire de
de ces Libéras qui ont beaucoup fait débat hein, sur le lac Léman. Ils ont été contestés au niveau de la jauge et tout. Il en reste plus tant que ça finalement de ces Libéras. Un bateau assez particulier qui marche à la viande hein, avec des grappes d'équipiers au trapèze. Vous avez connu, vous, l'époque où il y avait beaucoup de Libéras. Oui, c'est des bateaux magnifiques. Hein. Il y avait les premiers multicoques et puis les monocoques, je dirais extrêmes. C'est ce qu'on a appelé les Libéras. C'est des bateaux, c'est des grands dériveurs qui sont au maxi de la jauge lémanique avec... quand on est sur un petit dériveur, il faut deux personnes, mais quand on est sur ce type de dériveur, donc le bateau, il tient pas il faut se rendre compte qu'il tient, s'il n'y a pas des équilibristes ou des régatiers qui compensent le poids, qui font le poids sur le bateau il peut pas naviguer très, très longtemps ou très vite. Donc là, on les a croisés sur le bol d'or. On a même été en route de collision là, et on les a vus manœuvrer pour nous éviter. C'était très impressionnant. Ouais, des Libéras, plus petits que les Libéras, c'est les 18 pieds australiens. Hein. Ça ressemble un petit peu avec les grandes échelles, très spectaculaires aussi. Ça, c'était avant les bateaux volants, c'était des bateaux surfants, on va dire. 18 pieds australiens, vous avez connu ça aussi? Vous avez tenté les 18 pieds australiens, non? Oui, on a été un peu précurseurs parce qu'on avait le premier 18 pieds australien en Suisse. Donc, on avait organisé une compétition à la nautique. Et puis après, on a racheté un bateau avec des amis. Puis on a fait quelques compétitions en 18 pieds australiens. C'est sportif, c'est vraiment très sportif. Et puis chapeau au 18 pieds qui a fini, vu les conditions, qui a fini dans les 20-30e, je crois. Je crois que... Donc, magnifique performance et beaucoup d'admiration parce que là, on est vraiment cassé hein, sur ces bateaux. Il n'y a pas de position confortable. Nous, on est vraiment en position confortable par rapport à ce type de bateau. Les surprises, c'est des bateaux confortables, on peut se reposer, etc. Sur un 18 pieds, sur un Accra, sur un petit multicoque comme on a vu, c'est vraiment 24 heures sur ce type de bateau. C'est vraiment extrême. Et puis, on ne peut pas se reposer. On ne peut pas. Il n'y a pas de position où on est bien. Donc, c'est extrêmement difficile. Oui, tout à fait. Vous avez prononcé le mot surprise. La course est toujours existante, et notamment la course entre Adrénaline et Malice en tête de course des surprises. C'est Adrénaline qui vient de se recaler d'ailleurs devant Malice. Il y a effectivement un sacré contrôle. On n'est plus tellement dans la stratégie, on est désormais dans la tactique hein, en vue de l'arrivée. On contrôle l'adversaire. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que Adrénaline est en position assez forte hein, parce qu'il lui suffit de contrôler et puis de rester, vu que les bateaux vont exactement à la même vitesse, de rester dans les mêmes veines devant. Donc c'est pour ça que c'est très difficile pour le bateau qui est derrière. Il peut gagner des mètres, il peut revenir, après dépasser. Peut-être qu'ils vont craquer, mais ils n'avaient pas l'air de craquer devant. Donc, mais ça va être serré jusqu'au bout. Ça va être serré jusqu'au bout avec, comme je le disais, un regroupement possible à l'entrée du petit lac. Voilà, au large d'Hermance actuellement. Hein, si vous habitez Hermance, ils sont juste devant la tête de course des surprises. Ils vont arriver sur Asnières. Lèche un peu la côte suisse là pour l'instant. L'occasion peut-être d'écouter quelqu'un qui fut la grande gagnante de la catégorie surprise. Ça, c'était l'année dernière. C'était un bateau qui s'appelle Mystique. Et elle, la barreuse, la skipper, elle s'appelle Sarah Jacot. On l'écoute. Être tenante du titre du bol d'or en surprise, ça représente énormément. Pour moi, c'était le rêve de ma vie de régatière sur le lac et c'est une grande fierté, une grande joie de l'avoir gagné l'année passée. Je pense que le challenge principal de la catégorie des surprises, c'est qu'on est beaucoup, on est une centaine, on a tous exactement le même bateau. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on se bat avec les mêmes armes et puis il faut faire la différence sur l'eau. Alors l'année passée, je pense que nous, on voyait bien Géominal et ses fils et puis le bateau Velasco. Je pense que c'est deux grands compétiteurs qui sont toujours aux avant-postes sur le bol d'or. Donc c'est ceux qu'on imaginait gagner le bol d'or l'année passée et qu'on redoutait le plus. Alors on est déjà en train de se préparer pour le bol d'or de cette année. Avec l'équipage, on s'entraîne tous les mercredis soirs et puis on fait les critériums et le championnat des surprises tout au long de l'année. C'est sûr que quand on a gagné le bol d'or, ça va être compliqué de faire mieux cette année. Donc bien sûr, on va essayer de
refaire pareil, mais on est réaliste et on sait bien que si on a une place dans les 10, on sera déjà très content. Voilà, c'était Sarah Jacot, équipage victorieux, skipper victorieuse l'an passé du 82e bol d'or Mirabeau. Nous sommes ici pour célébrer le 83e bol d'or Mirabeau avec Christian Wahl. Alors on l'a vu, une skippeuse. La voile, sport unisexe, il n'y en a pas tant que ça, des sports unisexes. Ça fonctionne bien. Vous avez été longtemps administrateur du centre d'entraînement à la régate, dont un des objectifs est également l'accession des femmes au sport vélique. Ça a toujours été un de vos combats. Vous avez souvent navigué avec des équipières. C'est important, évidemment, l'accession des femmes à la voile. Oui, je ne sais pas si c'était un combat, mais en tout cas, c'était une mission, un objectif, avec le centre d'entraînement à la régate, de démocratiser aussi la voile et puis de permettre à un maximum de talents de découvrir ce sport. Et puis on voit maintenant au niveau international, même sur des grandes courses, sur le Vendée Globe, il y a eu des performances extraordinaires de navigatrices. Et là, il y a aussi, on parlait de talent de la voile lémanique. Sur le lac, il y a beaucoup de talent. Il y a Justine Métro là, qui prépare un projet de Vendée Globe aussi, avec qui j'ai navigué aussi en 2010 sur le bol d'or. Et Justine, moi je lui souhaite plein succès dans la recherche aussi de partenaires. Et c'est un vrai talent, c'est une force. Elle a toutes les compétences pour réussir sur ce projet. Et puis il y en a d'autres, quoi. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres en mini. On voit Sarah aussi Jacot. Et il y en a. J'ai vu plein de jeunes filles au centre d'entraînement à la régate naviguer sur les bateaux. On arrive à une mixité. On est pratiquement. J'avais l'impression, en tout cas la perception sur les entraînements, il y avait autant de jeunes filles que de jeunes, quoi. Donc il n'y avait pas de filles à bord sur le D35, mais je crois que on a navigué aussi avec Lorane, j'ai navigué aussi avec Lady Cat, et on a vu qu'on était aussi performants qu'avec des équipages masculins. Après, c'est vrai que quand ça devient puissant, comme la Coupe de l'Amérique, là, il faut de la puissance. Et puis, c'est un autre sport. Mais il y a plein de types de compétitions, de régates, etc., qui sont accessibles, puis qui sont vraiment, comme vous le disiez, unisexes, ou qui permettent en tout cas aux femmes et aux hommes de s'exprimer à armes égales. Et puis ça, c'est assez unique dans le domaine de la voile, parce que il y a même des équipages mixtes aux Jeux Olympiques, quoi. Donc qui seront, on pourrait mettre mixte ou pas mixte, les équipages féminins seraient aussi performants que des équipages mixtes ou des équipages masculins. Donc c'est ce qu'il y a de magique aussi dans le domaine de la voile, c'est que c'est vraiment très accessible, et puis ça permet à un maximum de talent justement de s'exprimer, et à ce niveau-là c'est pas élitiste, c'est pas comme d'autres sports où il faut un physique, il faut vraiment avoir le physique pour faire ce sport, quoi. C'est ce qu'on voit en athlétisme. En voile, on peut être petit, on peut être grand, on peut être musclé, on peut être moins musclé, mais il y a aussi la gestion de projet, l'intelligence, il y a tous ces facteurs-là. Donc c'est un sport qui demande énormément de compétences, des compétences multiples. Voilà, mais la puissance est de plus en plus fondamentale. On voit par exemple en course au large des bateaux qui développent des métrages carrés de voilure qui deviennent dantesques. Est-ce que ça pourrait nuire justement à cet aspect unisexe un jour de la course au large par exemple ? Sur la course au large, je pense oui, peut-être sur les gros multicoques, parce que là on atteint des extrêmes, quoi, au niveau justement au niveau de la force physique. Et puis on l'a vu sur certaines courses, il y a des bateaux qui sont à la limite d'être maîtrisables en fonction des conditions. Par contre, il faut toujours beaucoup d'intelligence de course. Il faut anticiper. En fait, la voile, c'est anticiper. Et en mer, c'est toujours anticiper sur la manœuvre, quoi. Et puis quand on est en solo en mer, si on ne prévoit pas justement l'approche, c'est un peu comme sur le lac, hein, mais c'est à une différente échelle. Mais si on ne prévoit pas la transition, ou si on ne prévoit pas le coup de vent, si on ne l'anticipe pas, on risque de casser. Et on voit que moi je pense que les femmes ont beaucoup plus de sensibilité à ce niveau-là, et puis vont être beaucoup plus amenées à gérer le risque, et puis gérer la prévision. Donc on voit qu'il y a des marins talentueux, mais qui vont aller plus en force,
et puis au risque de casser. Puis on l'a vu sur beaucoup de courses, quoi. Donc je pense qu'il y a cette intelligence de course. Et sur tous ces bateaux, de toute façon, c'est des bateaux, sur les bateaux de 60 pieds en mer, c'est des bateaux extrêmes. Donc même puissants ou pas puissants, si on ne fait pas la bonne manœuvre au bon moment, ça ne le fait pas. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a peu de manœuvres aussi sur ces courses en mer, donc on n'est pas sur 30 ou 40 virements ou 40 manœuvres sur un bol d'or, mais on est sur quelques manœuvres clés, tous les peut-être une par jour, 2 par jour, mais c'est limité. Et puis le reste, c'est de la stratégie aussi, c'est de la performance, et puis du réglage fin en fait de bateau. Tout le monde peut le faire, hein. S'il faut choquer ou border 2 cm, ça c'est pas compliqué. C'est juste les manœuvres, hein, qui sont complexes à ce niveau-là. D'accord, alors Sarah Jacot, on l'a vu, gagnante du bol d'or en surprise l'an passé. Anaëlle Patouche, tiens, qui est une très jeune concurrente qui va se lancer dans la Mini Transat, qui sera, si elle la réalise d'ici 2 ans, probablement la plus jeune concurrente féminine de la Mini Transat. Elle aura 20 ans, elle va traverser l'Atlantique sur un bateau de 6,50 m. Ça, c'est aussi impressionnant, l'âge par rapport à ces performances-là. Ouais, avec le recul, c'est vrai, quand on s'imagine commençant la voile, parce que même si on commence à 15 ans ou même avant, quoi, c'est pas le même type de compétition, donc ça demande quand même une certaine expérience. Puis là, l'intelligence, la gestion du projet, la préparation, tous ces éléments sont des facteurs clés, quoi. Donc, si elle arrive à très bien se préparer, je crois qu'elle est très bien entourée aussi. Après, il faut suivre les conseils un peu des aînés, quoi, ou des gens qui ont plus d'expérience. Mais je pense que la préparation de ces projets sont des éléments clés. C'est vrai aussi qu'on a pris conscience, tous les navigateurs, tous les régatiers ont pris conscience de l'importance de la préparation, d'avoir un bateau optimisé, d'avoir un budget aussi, de ne pas partir en galère. Alors que donc de bien préparer le projet en amont. Et si le projet est bien préparé, il y aura un succès à l'arrivée ou une bonne performance. Après, il faut être très très bien préparé, anticiper, donc il faut bien s'entourer, écouter en fait les personnes qui ont de l'expérience dans la gestion de ce type de projet. Eh bien, c'est tout le bien qu'on souhaite à ces dames, notamment Justine Métraux, hein, je veux dire, en chef de file, on a envie de dire, en ce qui concerne la course au large. Anaëlle Patouche aussi, qui débute dans la course au large, Sarah Jacot et tant d'autres finalement, notamment dans la famille Métraux, Elodie, on pense à tous ces navigatrices, toutes ces navigatrices qui s'entraînent d'arrache-pied. Voilà, on va retourner un tout petit moment sur le plan d'eau, parce que je crois que Sophia a contacté un bateau. C'est vrai, Sophia, vous êtes près d'un voilier ? Oui, vous avez les bonnes informations, Pierre-Antoine. Nous sommes toujours sur ce lac d'huile. On s'est rapproché à nouveau de la ligne d'arrivée au large de la Société nautique de Genève et nous sommes avec un Melge 24, bien connu à la Société nautique de Genève, avec Hans-Peter Bichelmeier, Adélaïde Davis, Nathalie Birth et Sébastien Lopienski. On va essayer de se rapprocher un peu d'eux pour voir comment cette course s'est déroulée. Donc là, des airs vraiment légers. On manœuvre très doucement pour ne pas leur faire trop de vagues. Comment est-ce que ça va à bord, Hans-Peter? On a envie que ça finisse, hein. Quand même. Quel est votre objectif jusqu'à la ligne d'arrivée que vous voyez là? Y arriver. Prendre un bas. On y sera bientôt, on espère. Mais oui, bientôt, on la voit, la ligne d'arrivée. Le bol d'or Mirabeau 2022 pour vous, en quelques mots, Hans-Peter? Bien dur. Alors, bien varié. On a eu du vent hier et pendant la nuit. Par contre, ce matin, très difficile. Très, très difficile. Merci des déjà à Nyon, on pensait qu'on est à la maison. Et puis, depuis Nyon jusqu'à ici, ça nous a pris pas combien d'heures. Longue la descente, hein, mais belle montée, ouais, très jolie nuit.
Génial, on est content de vous entendre. Merci pour ces quelques mots, hein, le magnifique. Merci aux bénévoles aussi. Hein. Melge 24, et ils ont la gentillesse de remercier les bénévoles qui travaillent d'arrache-pied pour mettre sur pied cette régate. Il le disait, hein, une montée sympathique, mais le retour depuis le Bouvray semble compliqué. Et ça va être encore un peu long, je pense, parce qu'ici, Pierre-Antoine, il n'y a vraiment rien. Rien du tout. Bon, bah, mauvaise nouvelle, en tout cas, pour la tête de course surprise qui arrive à la hauteur d'Asnières, qui pour l'instant avance bien du côté entre Hermance et Asnières. Adrénaline, les Deux Rives, Thierry Campiche, Malice. Des familles Lance et Nevera qui sont au coude à coude en ce moment, bientôt en vue de l'arrivée. Une fois qu'ils auront passé Collonges-Bellerive, on devrait pouvoir les apercevoir au loin. Une belle bataille qui devrait se conclure aux alentours des 13 ou 14 heures si on en croit les pronostics toujours difficiles du sorcier du Léman. Christian Val avec nous sur ce plateau, avec nous ici jusqu'à midi, heure à laquelle on terminera cette émission, dernière émission live que j'ai eu grand plaisir évidemment à mener avec vous, Sophia, mais également avec toutes les équipes techniques de Fort&M. C'est une production intense, énorme, complexe qu'il a fallu monter, et c'est vraiment une gageure technique, des 3 bateaux avec des caméras et tout ça. Et je tiens à remercier et féliciter évidemment tous les gens qui ont officié dans le noir. Il y a une vingtaine de personnes qui ont travaillé sur ce live pour vous donner des images, pour certaines dont on a un aperçu ici magnifique, notamment avec les drones. Hier soir, au coucher du soleil, on a vu Christian Val sur une coque au coucher du soleil qui fondait sur la Riveille. Voilà, encore des gens qui arrivent, qui rentrent à l'instant de leur course. Voilà, merci à toutes les équipes évidemment de 4e. On attend ici le président du Bol d'Or Mirabeau qui devrait nous rejoindre, Christian Val, qui est resté avec nous. Merci beaucoup Christian, c'est fascinant de discuter avec vous de voile. Vous avez... Voilà, on va, me dit-on, dans l'oreillette, surimprimer le tableau du classement général volontiers. Voilà, et on les a, ces noms du classement général. W Team, évidemment, Art Explora, de Loïc Perron, Eucalis, Youf, ça c'est les 3 premiers pour la catégorie monocoque. Et puis au scratch, un petit peu plus loin, on va trouver en 11e position Rafika, mais Rafika c'est aussi le premier monocoque, le Libera hongrois, qui a remporté définitivement le bol de Vermeil. Et puis bien entendu derrière on a encore beaucoup d'arrivées, presque une centaine de bateaux sont arrivés, probablement un peu plus à l'heure où je vous parle. On a environ 80 abandons à ce stade, hein, en tout cas abandons déclarés sur 421 bateaux au départ. On peut décemment s'attendre, une fois que la meute des surprises sera arrivée, on imagine en tout cas peut-être plus de la moitié de la flotte qui aura rallié la ligne d'arrivée. C'est toujours compliqué, hein. Il y a plus ou moins, ça dépend des années évidemment tout ça. Oui, bah, ça dépend du vent, ça dépend des années, ça dépend des éditions. Mais ce qu'on a vu tout à l'heure sur les images, c'est que tous ceux qui sont sur l'eau ont beaucoup de plaisir. Puis c'est ce qui fait la magie du Bol d'Or. Donc c'est vrai que c'est une course unique, c'est la fête du lac, c'est la magie du lac, c'est des bons moments, c'est des moments dont on se souvient parce qu'ils sont uniques. Donc là, oui, une édition peu vantée, donc un certain nombre d'abandons, environ 50%, non, pas environ 50% en tout cas de bateaux non classés. Donc voilà, c'est dur pour ceux qui n'arrivent pas à passer la ligne d'arrivée, mais c'est de toute façon des souvenirs magiques. Et puis ça on l'a vu aussi dans les témoignages, c'est ce qui reste, et c'est ce qui restera, c'est ce qui reste dans la mémoire des navigateurs aussi. Et c'est pour ça que le Bol a autant de succès et puis qu'il y a autant de bateaux sur la ligne de départ. Voilà, ligne d'arrivée que vous venez d'évoquer. On va y aller immédiatement avec vous, Sophia, car vous êtes sur la ligne d'arrivée. Est-ce que vous nous entendez? Ah, elle y va encore, elle n'est pas tout à fait prête. Elle va y arriver sur la ligne d'arrivée. L'occasion pour nous de recevoir quelqu'un, évidemment, d'importantissime au niveau du Bol d'Or Mirabeau. Venez simplement là, à ma droite. Voilà, la caméra est là. Salutations
du président de ce 83e bol d'or Mirabeau au vainqueur, Christian Val. Yann Petrement, une édition particulière, on est encore dedans, hein. On est en train de regarder et d'assister à la bataille en tête de course des surprises, à chaud. Bon, c'est pas terminé, c'est pas l'heure du bilan encore, mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette édition pour l'instant? En tant que président du comité d'organisation, j'ai le sentiment que les choses se passent bien. En tout cas, j'ai que des échos positifs, autant des concurrents que des partenaires, sponsors, des membres du club et des autorités politiques et celles de la nautique. Donc ça me réjouit. Le nouveau concept d'accueil des concurrents ici au village du Baume a l'air de plaire, la sauce a l'air de prendre. Donc ça me plaît aussi, ça me fait plaisir. Après, moi, je suis complètement satisfait et rassuré quand tous les concurrents ont passé la ligne d'arrivée ou alors qu'ils ont annoncé leur abandon et qu'on laissait à bon port. Pour moi, la régate, elle est finie après la remise des prix et en aucun cas tant qu'il y a encore des bateaux en course. Donc, je suis un peu déçu de la météo, mais ça, ma foi, ça fait partie des joies du sport. J'aurais préféré un bol avec 20 nœuds permanents et des records battus. Peut-être que Christian aurait eu moins de chance. Et tant par amitié pour Christian que par rapport à la légende qu'il est en tant que sorcier du lac, ce qu'il a fait aujourd'hui, enfin ce qu'il a fait hier, parce qu'on n'a pas été vraiment beaucoup dormir, donc on a l'impression que... Mais c'était magnifique et il nous a donné un super beau spectacle. Il a montré que le D35 était encore un bateau hyper compétitif. Et puis surtout, je tiens à le féliciter parce que outre le fait qu'il est un super navigateur et qu'il n'y a plus besoin de faire son CV parce qu'il est connu et archi connu, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui prend du temps pour la formation pour les jeunes, qui est engagé avec le CERF et qui l'est de longue date. C'est pas du marketing, c'est juste la joie de partager sa passion et avoir des gens, comme le disait hier Nelson Métro à bord, quoi, avoir des gens comme Christian qui embarquent des jeunes, qui font de la formation et qui donnent à des jeunes la possibilité de s'éclater et de vivre cette expérience, c'est magique. Et aujourd'hui, les grandes équipes qui de plus en plus se professionnalisent, elles laissent de moins en moins d'opportunités à ce niveau-là. Et c'est Christian qui ouvre la porte en fait à ses futurs professionnels. Et ça, c'est un grand bravo et un grand merci à lui parce que ça contribue énormément au succès de la voile suisse et puis aux résultats sportifs des régates. Et puis quand on voit le nombre de jeunes qui sont passés par le CERF, qui sont aujourd'hui dans le team Alinghi, qui ont eu les yeux qui brillaient en optimiste et sur d'autres supports en 2003 et en 2007 et qui aujourd'hui partent pour la coupe pour défendre les couleurs de la Suisse, indirectement Christian il y est aussi pour quelque chose. Et puis moi personnellement je trouve ça juste génial, quoi. Donc bravo. Et puis pour moi, les grands succès de la course, c'est ces petites choses-là. Qu'il y ait un côté festif, c'est essentiel. Qu'il y ait des belles performances aussi. Le vent, ça aurait été parfait, mais la perfection n'existe pas. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Mais en tout cas, cette victoire, elle me fait plaisir. Voilà. Vous avez fait le tour hier avec les concurrents en tête de course. Quelques anecdotes? Alors, je ne peux pas dire avec les concurrents, parce que j'ai fait la tête de course, oui, mais je pense que j'étais souvent tout seul avec un D35 de W Team, et puis avec deux M2 qui le chatouillaient un peu. À un moment, il y a un spin drift sur la montée qui était derrière et qui était en train de remonter, et puis si les airs avaient peut-être un peu forci, il y aurait peut-être eu un peu de danger, mais j'ai surtout fait le tour avec trois concurrents en particulier, dont Christian, justement. C'était, je pense, très tactique. Et c'est marrant parce qu'on faisait des pronostics à bord, tant avec les journalistes qu'avec les gens de l'équipage du bateau. Et en fait, chaque fois qu'on disait, ouais, connaissant Christian, il va faire ça, et ben, à chaque fois, il l'a fait. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est sur la descente à la hauteur d'Ivoire, Ocalis commençait à remonter derrière Christian. Et Christian a décidé de partir sur la côte suisse. Et à bord, il y a la moitié qui disait c'est peut-être pas le bon plan, ça va peut-être commencer à dégager sur la côte française et autres. Puis j'ai dit non, si Christian il le fait, c'est qu'il veut se faire un bord sur la nautique ensuite en ligne droite. Ça va plus vite se refroidir côté suisse que côté français. Donc connaissant le sorcier, c'est lui qui a le bon plan. Et puis ça s'est avéré que c'était juste parce que Calis ils sont restés tankés et puis l'opportunité ils l'ont raté. Donc c'est dommage pour eux, mais le nez à Christian a été fidèle à sa renommée. Les bateaux suiveurs, vous en avez eu beaucoup pendant toute la course, Christian?
Oui, oui, j'ai encore le bruit dans les oreilles. Ben, c'est logique, ça fait partie. Moissonneuse-batteuse du Dorado. Oui, c'était, je ne sais pas quel bateau c'était, mais il y avait un bateau qui nous suivait de près, qui a dû faire des très belles images, notamment dans l'arrivée du petit lac aussi, quand on était sur à 12-13 nœuds. Là, donc voilà, mais c'est vrai que... C'était nous, tu m'excuses. C'est vrai qu'il y a eu... on parlait, on a eu cette chance de partir de partir devant, de creuser, puis de faire la course et puis de ne jamais être rattrapé. Donc c'est vrai qu'on a été... c'est vrai qu'on a été... Il y a eu un scénario qui était assez similaire à l'édition 2021 sur la montée. Et puis à la montée, les airs, après le Bouvray, ont commencé à changer, puis ne se sont pas montrés favorables à ton team. Et puis cette année, c'était coup gagnant. Voilà. C'est marrant parce que jeudi à midi, on mangeait avec Christian chez notre sponsor principal et on en parlait justement. Et le scénario, il s'est avéré tout à fait juste. Les discussions après les régates, évidemment, vont bon train et vous pouvez le constater, mesdames et messieurs. L'heure approche de terminer cette émission, de terminer ce live. Il nous reste évidemment, on va bien sûr rejoindre Sophia à un moment donné sur la ligne d'arrivée. On va voir quelques belles images aussi tout à l'heure, rétrospectives de ce bol qui est loin d'être fini. Vous pouvez toujours venir ici à la Société Nautique. Il y a un village d'accueil. Vous pouvez y manger, y boire. Vous pouvez jouer avec des bateaux télécommandés. Venez, n'hésitez pas. Sophia, on va passer vers vous et puis après on va se quitter en images. Mais on vous écoute sur la ligne d'arrivée, Sophia. Et oui, nous venons de passer la ligne d'arrivée maintenant. Pas de coup de fusil pour nous puisqu'on n'a rien fait d'extraordinaire. Par contre, ils arrivent, tous les concurrents que nous sommes allés interviewer, notamment le LP 820 de Sibouya qui va passer dans quelques instants. Une belle atmosphère sur cette ligne d'arrivée. On était là hier évidemment pour les vainqueurs, pour Art Explora, pour les premiers monocoques. Ils font la fête à chacun des concurrents qui passent la ligne d'arrivée. Un magnifique travail des bénévoles. Donc je ne peux que encourager le public à venir au bout de la digue. C'est une petite marche qui en vaut la peine. Mais je crois que c'est vraiment l'occasion de féliciter encore une fois les 421 concurrents qui ont pris le départ, même ceux qui ont abandonné. La nuit a été longue et vraiment là, ils peinent à gonfler leur speed. Donc ils ont besoin encore d'énergie et d'encouragement jusqu'aux dernières heures. Eh bien, on leur donne virtuellement ces encouragements. Et puis nous, on va se quitter en images. Il me reste à vous remercier, évidemment, Sophia, pour cette collaboration pendant tout ce week-end, ainsi que toutes les équipes qui ont participé à ce live. Et puis, on se retrouve à quelle heure, Président, pour la cérémonie de remise des prix ? À 19h. À 19h, pétante, ce soir, cérémonie de remise des prix du 83e bol d'or Mirabeau. En attendant, profitez du soleil, passez une bonne journée. À tout à l'heure. Ciao. Bonsoir à tous. Quel bonheur de rentrer avec autant de monde. C'était très rude parce qu'à aucun moment on a pu se relâcher, à aucun moment jusqu'à la ligne on a pu se dire que c'était fini. 100 mètres avant on n'avait plus de vent, on ne savait pas trop comment ça allait rentrer. Et donc voilà, la tension jusqu'à la fin. Et du coup d'arriver avec toute cette ambiance, c'est quelque chose de fou.